maison, vouloir rester voilà, incognito, il n'y a pas de problème. Donc, on débute. Bienvenue à la rencontre Le temps d'écran, nos enfants et nous. Donc, c'est une invitation du Centre de services scolaires de l'Estuaire. Je vais nous présenter, en fait. Donc, on est Karine Blouin et moi-même. Karine, si tu veux te présenter en premier. Oui, alors Karine Blouin, je suis ergothérapeute pour le Centre de services scolaires. Moi, c'est Marc-André Bouliane-Roussel. Je suis conseiller pédagogique pour le Centre des services scolaires depuis déjà quelques années. En fait, j'accompagne les écoles à essayer d'améliorer leur pratique, à essayer de vouloir essayer des nouvelles choses. Puis je me spécialise beaucoup au niveau de la technologie. Donc, comment la technologie peut aider les élèves à apprendre, comment la technologie peut aider les enseignants à enseigner, puis comment la technologie peut aider les écoles à être plus efficaces. Donc, c'est un peu ça là, qui est disons, mon dada. C'est dans ça là, que je me spécialise principalement. Donc, c'est Karine et moi qui allons animer. On va avoir un peu l'œil de notre métier, puis l'œil de parents aussi, là, parce qu'on est tous les deux parents d'enfants. Donc, Karine va plus avoir un œil d'ergothérapeute, donc les actions, le développement des enfants et tout ça. Puis moi, ben, plus le côté apprentissage, pédagogie et compagnie. Donc, question de détendre l'atmosphère, je vous montre quelques petites images, quelques petites mimes qu'on appelle dans le jargon, qui ont toujours un petit peu attrait à la technologie. Donc, celle à gauche, on voit un monsieur qui porte un cornet, puis ben, il dit que ben, ça lui évite d'avoir à regarder à son téléphone à toutes les 2 secondes. Donc, c'est une façon qu'il a trouvée, lui, pour pas être accroché sur son écran, donc puis lui permettre d'être attentif dans des conversations sociales. On a 2 personnes ici qui se parlent puis disent, bon, je m'inquiète parce que Félix passe plus de 2 heures par jour sur son téléphone. Puis ensuite, ils disent, ouais, mais on a nous-mêmes joué à Candy Crush pendant peut-être 3 heures, là. Donc, on s'entend qu'on connaît un malaise par rapport à nos enfants. On peut penser qu'ils en font beaucoup, mais ça reste qu'il y a quand même beaucoup d'adultes aussi qui se questionnent sur leur usage. Ça se peut que vous soyez là pour cette raison-là aussi. Puis d'ailleurs, même à Bilomédia, ils ont fait des sondages, puis il y a vraiment une grande quantité de personnes, même des adultes, qui considèrent qu'ils ont un usage peut-être trop élevé des écrans. Et que ce mime-là venait en tout cas, l'illustrer un petit peu. On voit le bébé en bas qui a son mobile, puis que sur le mobile, ben, on a ajouté des appareils technologiques, question de divertir l'enfant. Puis, on a Homer qui voulait avoir une belle forme, fait qu'il dit « Ah ah, j'ai réussi à réduire le temps d'écran sur mon téléphone à 2 heures. » Sauf que là, on voit qu'en arrière-plan, il a peut-être joué pendant 12 heures sur sa console. Fait qu'on voit qu'il essaye de cacher. Ça paraît bien en avant, mais des fois, en arrière, il y a des choses qu'on ne veut pas nécessairement dévoiler. Donc, on voulait juste mettre la table un peu sur certains éléments, certains enjeux là, qui vont être mentionnés aujourd'hui dans notre présentation. Donc, voici l'ordre dans lequel on va faire les choses. Donc, on va vous parler des faits saillants. Donc, c'est vraiment les connaissances, ce qu'il y a d'intéressant au niveau de l'usage de la technologie en général. On va vous parler des connaissances actuelles qui ont beaucoup de liens avec la santé, parce qu'on sait que c'est au niveau de la santé qu'il y a des enjeux qui sont à réfléchir. La santé publique y réfléchit beaucoup. Puis on a des données, là, des choses à vous partager. Ensuite, on va regarder comment on peut faire équipe. Donc, ce que j'appelle faire équipe, c'est la communauté éducative, donc l'école et la famille. Donc, comment on peut faire équipe pour être sûr d'encadrer correctement l'usage des écrans de nos enfants, de nos élèves. Puis, on va vous parler de quelques stratégies efficaces qu'on peut utiliser. Puis, on va laisser de la place à la fin pour une période de questions. Donc, quand on parle d'écran, on vous a invité, on a parlé du temps d'écran. Ce qu'on veut parler par écran, on va les mentionner. De quels écrans on parle en général. Donc, en fait, c'est à peu près tout ce qui peut avoir un support numérique qui peut afficher des images, afficher des photos, afficher des vidéos, du contenu. Donc, que ce soit la télévision, que ce soit un ordinateur, les ordinateurs de bureau, un ordinateur portable. Il existe même maintenant des ordinateurs à main. Donc, on peut installer Windows là-dessus, puis on peut jouer à des jeux vidéo sur un ordinateur qui ressemble quasiment à une Switch là, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment comme une console portable, mais
sur lequel il y a des jeux d'ordinateur dessus. Là. Donc, c'est vraiment un ordinateur en soi. On parle des téléphones intelligents aussi, on parle des tablettes, on parle de différentes consoles de jeux aussi, qu'elles soient portables ou non. Donc, Xbox, PlayStation, puis la Switch qui est portable et non portable. Donc, on peut l'afficher à la télé, mais on peut l'avoir dans les mains aussi. Puis, quelque chose qui est relativement récent, mais qui est très populaire, la réalité virtuelle est aussi considérée comme un écran euh, dans les définitions là, qu'on nomme aujourd'hui, puis ce qu'on va vous présenter. Donc, quand on parle d'écran en général, on parle vraiment de tout ça, puis de tous les usages qu'on peut en faire, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit d'écouter des émissions, que ce soit d'écouter de la musique, tout ça, ça fait toute partie de ce qu'on va mentionner aujourd'hui. Donc, fais ça, Yann. Alors, il y a un sondage dernièrement qui a été fait par le programme Pose ton écran, ou qui rapportait quand même des données intéressantes qui ont recueilli auprès des parents. Donc, 85% des parents admettent que la gestion de l'utilisation des écrans au sein de leur famille représente un défi avec des difficultés. Fait que c'est quand même la grande majorité, là, qui peuvent vivre des difficultés. 86% des parents ont l'impression d'avoir une utilisation problématique d'Internet et des écrans, ne serait-ce qu'un peu. 90% des parents veulent réduire le temps passé devant les écrans. 63% pensent qu'il serait facile de réduire leur temps d'écran, tandis que 37% estiment que ce serait difficile. Fait que tout ça, pour ce que ça démontre, en fait, c'est que l'utilisation des écrans, c'est vraiment un questionnement de société, je pense, puis qu'on comprend qu'on n'est pas seul. Puis comme Marc-André disait, là, nous ne sommes pas seuls, on s'inclut aussi dans cette partie-là. On a certaines connaissances, on a développé certaines connaissances dans le sujet, mais on vit les mêmes difficultés que vous aussi. Prochaine diapo. On va vous partager certaines données qu'on a recueillies dans la littérature. On a les références à la fin là, de la présentation. Fait que si on débute avec le pouvoir magique des écrans. Parce que oui, les écrans, c'est conçu pour ça, c'est conçu pour accrocher les personnes qui les utilisent. Alors, le premier pouvoir magique, c'est le pouvoir d'attraction. Le click and stick, ça veut dire on clique et on reste collé après. En fait, il y a vraiment des spécialistes en motivation humaine qui sont là, exprès, pour créer des applications, pour créer des sites, créer des jeux qui vont faire en sorte qu'on va rester collé puis qu'on va vouloir continuer d'y retourner. Fait que c'est pas juste un problème de manque de contrôle de la part des gens. C'est vraiment créé pour ça. Ils ont trouvé des recettes parfaites qui vont faire que les internautes vont rester accrochés. Par exemple, non, ça c'est le circuit de récompense après que je vais vous parler. Juste dans l'attraction, le click and stick dont tu parles, Karine, le clic, il est attiré par différents mécanismes comme les notifications qu'on reçoit sur notre téléphone pour nous dire que telle personne a liké notre message ou telle personne a répondu ou une nouvelle personne s'est abonnée. Dans les jeux vidéo, on a beaucoup des oh, maintenant vous êtes plein d'énergie, ne gaspillez pas, puis venez continuer dans votre jeu parce que là, vous avez de l'énergie là, qui est revenue après un certain temps, puis là, vous pouvez continuer à jouer. Donc, tout ça, c'est vraiment des mécanismes qui font qu'on nous attire sur l'application. Puis après ça, ben, il y a des mécanismes qui sont là pour nous garder là-dedans. Puis ce qu'il y a pour nous garder, ça peut être des choses comme des coffres qui s'ouvrent, changer de niveau. Donc, il y a plein de différents mécanismes. Puis c'est vraiment dur de se défendre contre ça. Puis pour les enfants, c'est encore pire parce que leur cerveau, leur lobe frontal n'est pas nécessairement bien développé assez pour pouvoir résister à ces envies-là. Fait qu'ils ont presque pas de chance là, devant un géant comme ça qui vient leur donner de l'attrait puis de se dire bon, mais je crois que c'est assez puis je vais m'arrêter. Ils n'en sont pas là, les enfants. Oui, puis
En fait, même si on parle d'une activité aussi banale que l'écoute de séries, avant, quand on voulait écouter une émission, il fallait s'asseoir le lundi, je vais trahir mon âge, pour écouter Peau de banane le lundi, 19h. Il fallait attendre une semaine pour écouter l'épisode suivant. Maintenant, on a accès à la série au complet, en rafale. On peut avoir 12 saisons. Fait que c'est très difficile de s'arrêter parce qu'on a toujours l'attrait du prochain épisode. Puis en plus, ce qu'ils font, c'est que l'épisode suivant part automatiquement. Il y a une lecture automatique qui est conçue là, par les applications. Fait que, en plus, il faut vraiment qu'on l'arrête. On voit le départ de la prochaine. C'est disponible tout le temps. C'est disponible la nuit. C'est disponible à toute heure du jour. Fait que c'est ça. Si on parle, YouTube a ça aussi, hein, la lecture automatique. Là. YouTube, c'est quelque chose qu'on peut désactiver parce que normalement, dès qu'une vidéo se finit, il vous joue la prochaine. Là. Mais il y a un petit bouton à cliquer dans l'écran pour dire non, non, lis-moi pas la prochaine vidéo, je veux arrêter après celle-là. Puis bien sûr, la vidéo s'arrête, puis là, on vous propose encore 6 à 10 vidéos super intéressantes qui risquent de ressembler à celles que vous venez d'écouter. Tout est là pour qu'on stick, qu'on reste là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un petit truc super intéressant là, pour les parents d'aller enlever la lecture automatique pour ne pas se faire prendre qu'on dit à notre enfant un épisode puis que finalement, on n'a pas été assez attentif puis il y en a un deuxième qui a commencé automatiquement. Là, fait que c'est facile à voir, c'est dans le bas de l'écran souvent, là, puis c'est lecture automatique, il faut le désactiver. Puis une fois qu'on l'a fait désactiver une fois, il reste désactivé. Ensuite, un autre pouvoir spécial, c'est le circuit de récompense. Ça, en fait, dans notre cerveau, quand on a le plaisir, il y a vraiment une hormone qui est sécrétée, qui est la dopamine. Donc, quand on fait les petits jeux, c'est des petits jeux super faciles où on peut gagner rapidement, avoir des points. Là, on a du plaisir, notre dopamine est sécrétée. Ce que ça fait, c'est qu'on en veut toujours plus de cette petite dopamine qui vient nous donner du plaisir. Fait qu'on va continuer pour avoir de plus en plus de dopamine. Puis notre corps, notre cerveau, il s'habitue à recevoir cette dopamine-là. Fait qu'on en veut de plus en plus parce qu'on devient résistant. Fait qu'on en a besoin de plus en plus pour le ressentir. Et là, la problématique, c'est qu'un coup que ça est bien installé, on vit un malaise si on n'a pas notre dopamine. Fait qu'au début, on joue pour avoir du plaisir, puis après, on joue parce qu'on ne se sent pas bien si on ne joue pas. Fait que c'est vraiment ça qui devient dangereux puis inquiétant puis qu'il faut faire attention. Avais-tu d'autres choses à ajouter par rapport à ça, Marc-André? Non, ça va, vas-y. Ah, il y a peut-être aussi là, le fait que les enfants, ils ne s'arrêteront pas parce qu'ils s'ennuient de jouer, parce qu'ils sont tannés. Ils vont arrêter parce qu'ils vont avoir mal à la tête, parce que peut-être aussi la vision. Fait que c'est ça. Eux, tant qu'ils vont pouvoir jouer, ils vont continuer. Le FOMO, la fear of missing out, c'est vraiment la peur de manquer quelque chose. Si on fait juste penser à cette belle création qu'est le Black Friday. Comme toutes les... On ne peut pas faire autrement. Là. Il faut magasiner, il faut être dessus, il faut aller le voir parce que tout a été créé pour... On ne peut pas manquer cette vente-là. Il y a d'autres événements aussi, souvent, qui sont créés. Marc-André, as-tu d'autres exemples? Dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est vraiment très utilisé. Là. Il y a souvent des récompenses qui arrivent à certains moments pour avoir réussi à faire un événement ou il y a quelque chose dans la semaine pendant ces 2 jours-là qu'il faut réussir à faire pour débloquer tel skin. Ils appellent ça des skins ou tel habit pour le personnage dans le jeu. Puis si tu n'as pas joué pendant ces jours-là, puis tu n'as pas réussi à jouer assez pour gagner ton personnage, tu ne l'auras plus. Là. Donc, c'est des stratégies qu'ils peuvent utiliser dans les jeux vidéo. Un autre pouvoir serait les algorithmes. Qui a déjà magasiné une paire de souliers sur Internet et voir son Facebook, Instagram, recherche Google inondé de souliers? Fait que, dans le fond, c'est tous ces algorithmes-là sont au courant. On se fait espionner. Ils savent qu'est-ce qu'on regarde. Puis ils nous proposent des choses qui vont être dans nos goûts, dans nos
c'est ça, dans nos recherches, fait qu'ils utilisent vraiment ça pour venir encore solliciter notre présence puis nos clics. Ouais. Il y a quand même deux mécanismes qu'il faut être au courant puis comprendre en arrière des algorithmes. Puis pour faire du pouce un peu sur ce que tu dis, Karine, au niveau dès que tu fais une recherche, après ça, tu te mets à avoir plein de publicités ou plein d'affaires sur ton fil par rapport à ça. Ça rapporte à deux mécanismes. Le premier, c'est les cookies qu'on appelle. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, les parents, d'aller sur un site web, puis là, on vous demande voulez-vous accepter les cookies? Puis là, vous avez le choix entre accepter, refuser, puis des fois, vous avez même le choix de décider lesquels vous acceptez puis vous refusez. Bien, les cookies, en fait, c'est des petites traces. Ce n'est pas vraiment des biscuits, là. C'est vraiment des petites traces qu'ils laissent dans votre ordinateur pour différentes raisons. Une, ça peut être pour faciliter la navigation dans le site. Fait qu'il va laisser comme des traces des pages que vous avez visitées dans ce site-là. Puis quand vous allez revenir d'une page à l'autre, ben, vous allez retomber sur la même page. Exemple, vous magasinez là, sur Under Armour, puis là, vous magasinez, puis là, vous cliquez sur quelque chose, vous tombez sur la page du produit, vous regardez un petit peu, vous reculez, puis là, vous redescendez à peu près à la page où vous étiez, là, à l'endroit que vous aviez défilé. C'est un peu à ça que ça peut servir les cookies. Mais ça peut aussi donner l'information publicitaire que vous êtes allé sur ce site-là. Le deuxième mécanisme, ça, c'est dans les réseaux sociaux pour la plupart. Puis ça, soyez attentifs quand vous installez une application de réseaux sociaux puis que vous l'ouvrez pour la première fois sur un appareil mobile. On vous demande parfois, nous voudrions nous servir de vos cookies pour vous donner des publicités en lien avec ce que vous aimez. Puis ça, vous l'avez toujours ce message, puis à chaque fois que vous démarrez l'application une première fois, vous avez à accepter ou à refuser ça. Puis moi, ce que je vois souvent, autant chez les enfants que chez les adultes, dès qu'il y a un message qui pop sur le téléphone, on clique puis on ne regarde pas. On ne lit pas. On dit refuser, on dit accepter, on ne regarde pas. Des fois, notre téléphone peut vouloir nous demander notre localisation. Des fois, il peut vouloir nous demander si on lui autorise d'utiliser nos cookies et nos historiques de navigation pour pouvoir nous proposer des publicités. Des fois, il nous demande si on veut activer ou non le micro, la caméra, le Bluetooth. Il faut être attentif sur le message qu'on reçoit. Puis, si vous ne voulez pas vous retrouver inondé de publicité après avoir fait une recherche, ben, assurez-vous de dire non dans les paramètres pour qu'ils vous donnent des propositions en lien avec votre historique de navigation. Fait que c'est un peu ça, là, les algorithmes là, où on peut se retrouver pris un peu là-dedans. Moi, j'ai fait une grosse parenthèse. Non, c'est intéressant. J'aurais jamais pu expliquer ça comme ça. Y avait-il la partie console de jeu? Oui, ben, au niveau des jeux vidéo, ils ont quand même aussi leur mécanisme. Bien sûr, ils utilisent pas mal ce que vous avez là d'attraction, de circuit de récompense, mais en plus, ils servent de d'autres mécanismes comme le sentiment d'appartenance. Il y a plusieurs applications qui ont inventé le principe de clan ou de regroupement, où là, une personne fait partie d'un clan, puis ensemble, on va gagner des récompenses, mais il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. Donc, c'est une autre façon de nous faire arriver sur les jeux et rester sur les jeux. Il y a aussi une question de reconnaissance sociale parce que bien souvent, on reçoit des badges pour avoir participé à telle compétition, avoir fini deuxième, avoir fini troisième. Donc, on peut avoir une espèce de fierté, puis on reçoit des choses par rapport à ça. Il y a aussi qu'il y a une question très immersive dans les jeux vidéo. On s'oublie. On peut vivre une vie parallèle, une vie différente, on peut sauver le monde, chose qu'on ne peut pas nécessairement faire dans la vraie vie si ce n'est pas notre métier de sauver le monde. Donc, on peut avoir un autre rôle dans la vie. Donc, c'est le côté immersif des jeux vidéo là, qui fait que c'est si attirant et c'est si magique de vouloir y participer. Puis, bien sûr, le circuit de récompense est aussi présent là, au niveau des jeux vidéo. Là, juste le fait que on te fasse changer de niveau rapidement au début, puis plus le jeu avance, bien, plus c'est long avant que tu reçoives un niveau, mais quand tu reçois un niveau, tu es pas mal content, tu reçois ta petite dose de dopamine, puis on peut poursuivre puis continuer le jeu. Donc, c'est pas mal ça pour le pouvoir magique des écrans. Donc, maintenant, on va parler un petit peu des sphères des habitudes de vie qui sont touchées par les écrans en général. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs bulles. On va les passer une à la fois comme ça. Donc, les écrans peuvent avoir une incidence sur le développement du langage des enfants. Surtout s'il y a une utilisation passive des écrans.
genre l'enfant est en train de jouer, puis il y a la télé qui joue en arrière ou quelque chose. Puis ça, bien souvent, ça fait qu'il y a moins de communication. Même chose si le parent est sur son téléphone pendant que l'enfant joue, il y a moins de communication, puis il y a moins d'interaction verbale. Donc, ça peut avoir des chances de causer des retards de langage. Puis ça, mais ça a été étudié de différentes façons. Je pense que j'en reparle un petit peu plus tard. L'utilisation des écrans par les parents devant leur enfant réduit les interactions et peut aussi causer des problèmes de langage, puis même des problèmes d'attachement. Ils ont fait des expériences, puis je vais vous parler du terme de la technoférence. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, mais ça a été inventé, disons, en 2012 environ, par un chercheur qui s'est intéressé à ça et qui s'est dit, j'aimerais connaître c'est quoi l'influence de la technologie sur les interactions sociales. Parce qu'en fait, c'est ça la technoférence, c'est le fait que les écrans créent une interférence dans les relations sociales ou même dans les activités quotidiennes qu'on peut avoir. Donc, exemple, on est en train de discuter, puis là, boum, j'ai une notification, je regarde mon téléphone, ben, je viens de faire de la technoférence, donc je viens de créer une fracture dans la conversation qu'on avait, dans l'interaction sociale. Puis ça, ben, ça nuit. Je n'ai pas écouté par tout ce qu'ils ont dit à date, là. Clairement. Oh, ben, on va fermer le micro. Okay. Donc, c'est ça. Le fait de l'utiliser devant les enfants, ça peut être vraiment nuisible parce que ça dérange aux interactions. Je vous ai mis un petit lien qui mène sur le site de Pose ton écran, qui donne un article complet là, sur la technoférence puis bien comprendre ses impacts. Donc, maintenant, parlons du sommeil. Puis, juste avant, Marc-André, j'ajouterais que les écrans n'ont pas nécessairement juste des impacts directs sur le développement des enfants, par exemple. C'est quand les enfants sont sur les écrans, ils privent les autres sphères, ils ne font pas autre chose, en fait. Fait que le temps passé sur les écrans les prive de discuter avec des parents, avec des amis. Vous devez aussi remarquer ça, sont des amis ensemble, assis dans le salon, chacun sur leurs écrans, sans se parler. Fait que c'est ça aussi qu'il faut garder en tête, c'est que pas que c'est mauvais puis qu'il ne faut pas en faire. C'est quand on fait ça, on ne fait pas autre chose. Fait que c'est vraiment de trouver un équilibre dans notre utilisation. Ça les évite même de vivre des chicanes puis de faire des chicanes. Puis, tu sais, ça reste que ça fait partie du développement normal d'entrer en conflit avec des personnes puis de trouver comment on va résoudre les conflits, là. Donc, si on n'est jamais en situation de vivre un conflit, ben, on ne sait pas nécessairement comment le régler quand on finit par en vivre un dans une autre situation. Alors, le sommeil. Premièrement, l'exposition à la lumière bleue qui sort de notre écran empêche la sécrétion de mélatonine dans notre cerveau qui amène l'endormissement. Fait que il y a plusieurs enfants qui prennent de la mélatonine pour s'aider à s'endormir, des suppléments, mais en fait, en ayant le téléphone et la lumière bleue, ça va vraiment diminuer cette sécrétion-là. C'est pour ça qu'on recommande d'éviter les écrans, l'exposition à cette lumière-là 1 heure avant le sommeil, avant la période de dodo. Ce que ça fait aussi, les écrans, c'est qu'on va se coucher plus tard. Fait que c'est ce qui a été prouvé, c'est que quand on utilise les écrans avant de se coucher, on se couche plus tard. Ça fait aussi de la distraction pendant la nuit parce que si on se réveille et que le téléphone est près du lit, c'est très facile à prendre pour faire autre chose puis tenter de s'endormir, mais finalement, ça retarde encore une fois notre sommeil. Ça modifie même la structure du sommeil. Ça veut dire que parce que moi aussi, j'ai eu des ados qui m'ont dit non, moi, ça ne m'empêche pas de dormir, le téléphone, ça m'aide, je m'endors rapidement. Mais que finalement, ce que ça fait, c'est que ça va jouer dans les phases du sommeil, fait que tu tombes moins facilement dans les zones profondes de sommeil profond qui est plus réparateur. Puis ça va faire aussi qu'il y a plus de réveil pendant la nuit. Fait que le sommeil il est moins solide. Si on veut, on est facilement dérangé, puis on se réveille plusieurs fois pendant la nuit. Ce que ça fait aussi, bon, la qualité du sommeil est moins bonne, puis ça l'amène une résistance. Ça veut dire que
Et puis là, je vais dire enfant, mais adulte. Hein. Nous aussi, puis je m'inclus, là, je ne suis pas toujours la meilleure dans mon utilisation de téléphone, mais ce que ça fait, c'est que là, on s'endort, mais on prend notre téléphone. Fait que là, on résiste un peu pour regarder, pour faire des choses. Oups, ça passe. Fait qu'on développe une résistance. Fait que ce que ça fait, c'est que les enfants vont combattre plus facilement le sommeil. Fait que c'est ça, par rapport au sommeil. Donc, maintenant, parlons du développement des habiletés sociales. Donc, ça diminue les occasions d'interaction sociale, donc aussi les apprentissages, puis des occasions de se pratiquer à avoir des interactions sociales, parce que les habiletés sociales, ça se développe seulement en faisant. On ne peut pas nécessairement juste lire des livres ou écouter des émissions, puis se dire qu'on apprend à vivre en société, puis être capable d'avoir des relations sociales. On remarque des problèmes au niveau des difficultés d'habileté sociale, surtout si les enfants sont exposés à du contenu qui n'est pas de leur âge. Donc, soit du sexe, soit de l'hypersexualisation ou encore de la violence. Ça amplifie aussi la situation actuelle du jeune. Donc, ça arrivait avant aussi de vivre de l'intimidation puis d'avoir des difficultés à l'école, mais quand on n'était pas à l'école, on n'en avait pas nécessairement plus. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, la présence de la cyberintimidation, de la victimisation, bien souvent, ces problèmes-là, ils amplifient parce qu'ils peuvent se poursuivre le soir, la fin de semaine et tout ça. Donc, on remarque des fois l'amplification des conflits là, à cause de ça. Puis, ce qu'on a lu aussi, c'est que ça pouvait nuire au développement de l'empathie. Donc, faire qu'on a moins de facilité à reconnaître les émotions des autres, à être en mesure de réagir à ça. Je pense que tu as quelque chose à dire par rapport à ça, Karine, hein? Oui, je voyais Dr. Chiquan dernièrement là, qui a fait une entrevue où qui expliquait que quand on communique par texto, par exemple, premièrement, on n'a pas on écrit sans voir la réaction de l'autre. On n'a pas le en fait, non-verbal. on ne peut pas en tenir compte. Fait que c'est un peu ça, l'empathie. Puis, tu sais, s'auto-réguler, c'est je te parle, je vois un peu tes réactions. L'autre personne peut acquiescer à ce que je dis, faire des signes de tête, ce qu'on n'a pas quand on texte. Ensuite, là, je vois que ce que je suis en train de dire, tu le vis mal. Fait que là, on développe cette empathie-là, puis le fait d'être plus... là, on n'a même pas le respect du tour de rôle de parole. Même ça, parce que tu textes, tu écris, tu fais tout ce que tu as à dire, l'autre peut écrire simultanément. Fait que c'est toutes des habiletés que les enfants, ils développent moins parce qu'ils sont moins confrontés à ça. Fait qu'il faut leur apprendre parce qu'ils sont moins exposés. Les conversations ne sont pas toujours en temps réel, donc des fois, on a un petit peu plus de temps pour réfléchir. On ne le prend pas tout le temps. Il y a des gens qui écrivent sans nécessairement penser avant de l'écrire, mais c'est pas le même rythme quand on est en discussion avec quelqu'un parce que je viens d'entendre ce qu'il me dit, je réagis puis je réponds quelque chose. Ça se fait vraiment tout de suite, alors que quand on est sur texto, on n'a pas cette instantanéité-là nécessairement. Donc, c'est pas le même genre de relation ou de communication qu'on peut avoir. Puis nous, on a eu la chance d'avoir vécu puis de s'être développé dans un monde où ça n'existait pas. Fait que là, maintenant, on est capable de faire la part des choses en tant qu'adulte, puis de comprendre, puis de dire, OK, là, stop, on se comprend pas, tu prends le téléphone, on fait un appel, on se parle ou on se reparle quand on se voit. Nous, on a appris que quand on voulait envoyer un message à un ami parce qu'on n'était pas content, puis qu'il fallait écrire une lettre, puis après ça, il fallait attendre au lendemain, puis après ça, il fallait avoir le courage d'aller lui donner la lettre. Fait que c'est toutes des choses que c'est tellement instantané de prendre le téléphone, je suis fâchée, j'écris tout ce que j'ai à écrire, que c'est ça, c'est des choses qu'il faut qu'ils apprennent à développer les jeunes maintenant. Maintenant, parlons des relations sociales. Donc, encore une fois, on va venir parler de la technoférence ici qui nuit aux relations sociales, autant les relations amoureuses que les relations d'amitié, même la relation parent-enfant. D'ailleurs, là, ils ont fait des expérimentations. Puis,
il demandait à un parent d'aller avec son enfant pour jouer dans une petite salle de jeu c'était vraiment un laboratoire, là, c'était contrôlé, mais c'était vraiment tout organisé comme une salle de jeu, là. Il y avait des blocs, puis là, le parent s'amusait avec son enfant. Puis, ce qu'il demandait, c'est d'avoir le téléphone dans la pièce, sur une chaise à côté, puis de jouer un petit peu avec l'enfant, puis qu'à un certain moment, le parent devait aller prendre son téléphone, puis regarder son téléphone sans du tout, sans le lâcher, sans parler avec son enfant pendant 2 minutes, sans arrêt. C'était ça l'expérience. Puis après ça, de le déposer. Puis ce qu'on se rendait compte, c'était que l'enfant, après 10, puis c'est un enfant de peut-être 2, 3 ans environ, là. L'enfant, là, après 10 à 15 secondes, se rendait compte qu'il n'y avait plus du tout l'attention de son parent, se mettait à chercher l'attention du parent, lui parlait, poussait le parent, s'en allait vers la porte en disant on a d'autres choses à faire, viens-t'en, on s'en va, ça ne me tente plus d'être ici. Juste parce que la coupure de l'interaction sociale s'était enlevée, ben, l'enfant, là, il était plus intéressé. Puis, on s'entend que c'est des choses qui se passent là, régulièrement. Dans les parcs, il y a souvent des parents qui sont plus nécessairement à surveiller leurs enfants. Ils ont aussi vu une augmentation là, dans les accidents au niveau des piscines. Donc, la surveillance, les piscines à la maison, là, donc une surveillance qui serait peut-être moins bonne parce que le parent est sur le bord en train de regarder son téléphone pendant que son enfant est dans la piscine. Donc, tout ça, ça peut entraîner des problèmes. Donc, ça cause des interruptions, puis ça donne l'impression aussi d'être moins important. Quand l'enfant est très jeune, c'est souvent le parent qui fait vivre ça à son enfant. Mais plus l'enfant vieillit, bien, plus la situation se retourne, puis là, c'est l'enfant qui finit par faire vivre ça à ses parents parce qu'il joue à ses jeux vidéo à la place de venir souper. Donc, la situation finit par être vraiment multilatérale, bilatérale, peu importe. Mais cette situation-là s'aggrave là, si c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu et qui a été vu, là. Puis, ça peut aussi entraîner de l'isolement social. L'isolement social, surtout c'est ça, chez les adolescents. Puis, une des recommandations là, qui avait été faite, c'était vraiment d'éviter que l'enfant parte avec ses appareils dans la chambre pour qu'il reste dans l'air commune, puis en tant que parent, on puisse garder un œil sur tout ça. Mais quand j'étais jeune, je me souviens qu'il y avait une campagne de publicité parce que les ordinateurs, tout ça, ça commençait à rentrer dans les maisons. Puis ils disaient que l'ordinateur devait être dans une pièce familiale, justement pour qu'on ait de la surveillance. Puis là, dans ce temps-là, il n'y avait pas de caméra là-dessus, il n'y avait pas de micro. Fallait que ça soit branché dans un mur. C'était pas mobile, portable avec une batterie rechargeable, là. Tu sais, là, maintenant, dans nos poches, on a un appareil qui est 1 million de fois plus performant, avec une caméra, avec un système de localisation, avec un micro et tout ça. On a vraiment tous ces appareils-là. Puis, on laisse les enfants aller dans la salle de bain, on laisse les enfants aller dans leur chambre, on laisse les gens s'isoler pour l'utiliser. Puis, ils peuvent tellement faire beaucoup plus de choses qu'on pouvait faire dans le temps avec ces ordinateurs-là. L'utilisation des écrans, ça a aussi un impact sur la posture. On a vu qu'il y avait une augmentation chez les enfants de 17 ans de dernier discal au niveau cervical, fait que vraiment au niveau du cou, et d'arthrose. L'arthrose, c'est une maladie qui attaque les articulations. C'est comme une détérioration, si on veut, souvent avec le vieillissement qui apparaît. Fait que là, des enfants de 17 ans ont déjà cette problématique-là. Fait que je peux vous imiter un peu la posture. Moi, en étant ergothérapeute, c'est sûr que quand je me promène dans l'aréna et que je vois un enfant avec la tablette qui a 3 ans, qui est déjà tout en belle posture ronde, c'est ça, là, ça m'inquiète. Puis aussi, vraiment une diminution du tonus du tronc et des épaules. On peut faire des liens. Bon, ben c'est sûr que si les enfants font plus d'écran, ils vont moins jouer dehors, ils font moins d'activité physique, ils sont moins stimulés sur ce côté-là. Fait que sûrement que ça a aussi un impact là, sur le tonus et tout le développement moteur.
Maintenant, au niveau de l'attention, on a vu que la surutilisation des écrans pouvait être liée à une diminution de la concentration, de la mémoire et de l'attention. On voit aussi beaucoup plus le phénomène du multi-écran, le multitâche aussi. On a souvent parlé du multitasking qui est comme un mythe. En fait, là, on ne peut pas nécessairement être efficace à faire plusieurs tâches en même temps. Le multi-écran est aussi quelque chose qui est nuisible. En fait, le multi-écran, ça peut être que j'ai quelque chose qui joue à la télé, puis pendant ce temps-là, je suis en train de jouer à quelque chose sur un petit appareil mobile, ou je suis en train de faire un devoir, puis j'ai une petite vidéo YouTube avec un stream ou un streamer qui est en train de. Et puis j'écoute ça en fond. Donc, c'est un peu ça le multi-écran, là. Les écrans se sont tellement multipliés, puis tout peut devenir une télé que on est capable d'utiliser plusieurs écrans en même temps. Puis ça, ce qu'on a vu là-dessus, c'est que ça pouvait créer une surexcitation du cerveau, puis ça diminue l'attention, même la capacité de planifier, puis ça affecte la mémoire aussi. En fait, juste le fait d'entendre des paroles à côté qui ne s'adressent pas nécessairement à nous pendant qu'on fait une autre tâche, mais ça nous entraîne à ne pas nécessairement écouter des voix. Donc, ce qui peut faire que si quelqu'un nous parle puis qu'on fait d'autres choses, ben, c'est comme la voix de l'émission que j'écoutais en fond pendant que je faisais d'autres choses. Je l'ignore ou je l'entends moins bien parce que j'étais en train de faire quelque chose d'autre. Fait que je me suis comme entraîné à moins écouter ce qui se passait parce que j'avais plusieurs stimuli en même temps pour le cerveau. Là. Fait que c'est quelque chose là, qui serait à éviter. Là. Si on a un écran à utiliser, ben, n'en utilisons pas deux et trois en même temps. On va en faire un à la fois. Oui, même au niveau de la concentration, ça veut dire d'être capable de faire une tâche plus en profondeur. Dès notre attention est détournée vers autre chose. Fait que j'ai un courriel qui rentre, je le regarde, je retourne à ce que j'étais en train de faire. J'ai plus le nombre de minutes exact, là, mais ça prend une vingtaine de minutes à être capable de reprendre notre concentration de la même façon. Fait que, dans le fond, c'est pour ça qu'une chose à la fois, on en range un. C'est ça, quand on fait autre chose. Donc, au niveau de la sédentarité, les écrans ont. Merci, Mme Pardier, 23 minutes. Donc, le temps d'écran a pris la place de plusieurs activités physiques qui étaient de faible intensité. Parce qu'on peut très bien questionner les enfants puis ils disent ben oui, je vais encore au hockey, je fais encore telle chose. Oui, ça, c'est des activités physiques d'intensité moyenne ou d'intensité élevée. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le temps d'écran avait pris de la place de beaucoup d'activités physiques qui étaient de faible intensité. C'est-à-dire prendre une marche, faire quelques tâches ménagères, juste aller à l'épicerie, là. Moi, je fais plus ça, là. Moi, je fais mon épicerie en ligne, je commande toutes mes affaires. Quand j'arrive, je rentre avec mon panier, je prends mes affaires, puis je m'en vais. Fait que la petite marchette de 20 minutes que je pouvais prendre pour aller faire le tour des rayons puis choisir les produits, ben, c'est 20 minutes de marche de moins que j'ai dans ma semaine ou peut-être si on y va 2 à 3 fois par semaine à l'épicerie pour aller faire des commissions. Ben, tout ce temps-là, ça, il faut que je le remplace par autre chose parce que c'est du temps que mon corps n'a pas eu de besoin, n'a pas reçu alors qu'il faisait normalement. Puis, ce que les études se sont rendues compte, c'est qu'il y avait un gros impact sur la santé quand il y avait une baisse des activités de faible intensité. Okay? Parce qu'on sait que l'intensité moyenne puis l'intensité élevée est importante, mais on a aussi étudié l'impact des activités de faible intensité, puis ça a un impact sur notre vie. Tu sais, juste le fait de cuisiner, souvent, il y a du monde qui commande des choses. C'est tellement rendu facile de se faire livrer quoi que ce soit que cette activité-là se fait moins aussi. Marcher, faire du ménage, etc. Donc, c'est toutes des petites activités qu'on pouvait faire qui avaient un impact positif sur notre santé puis qui a été remplacé par autre chose. Voilà. Oh, les humeurs. Alors, avez-vous déjà essayé de retirer un écran de façon un peu plus brusque à un enfant et de voir la crise démesurée, c'est comme ça, on couper un bras ou une jambe. Fait que ça, couper le Wi-Fi, ça fait la même chose aussi. Déploguer la console du mur, ça fait la même chose aussi.
Oui, fait que ça, c'est à 5 ans et aussi à 15 ou à 12. Fait que ça, c'est vraiment avec la chute de dopamine, là, ce que je vous expliquais un peu tantôt dans le cerveau. Aussi, on utilise à tort les écrans pour apaiser un enfant, pour le calmer. On va utiliser l'écran en se disant, ah, il va se calmer, mais après, c'est encore plus difficile, en fait, de le retirer. Puis aussi, ce que je dirais, c'est que l'enfant ne développe pas ses capacités d'autorégulation pour trouver lui-même des façons de se calmer. Fait qu'il a besoin de son écran pour se calmer, parce que c'est comme ça qu'on lui a pas pris le temps de lui montrer. Fait que de faire vraiment attention à cet aspect-là chez nos enfants. Mm. Et contrairement à apprendre à lasser ses souliers ou apprendre à lire ou apprendre à discuter, manipuler un écran n'est pas une habilité qui est vitale, qui est nécessaire. Fait que lorsque on expose nos enfants à ça, c'est qu'on a choisi de le faire parce qu'ils n'en ont pas de besoin. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin qu'on les change, ils ont besoin qu'on les amuse, mais ils n'ont pas besoin d'un écran. Donc, c'est un peu nous qui leur mettons pour la première fois dans les mains ou qui leur montrons que c'est important parce qu'on prend du temps dessus puis on porte moins attention à notre enfant pendant qu'il est avec nous, là. Donc, on accorde une valeur à ça, puis un peu moins à notre enfant par rapport à ça. Fait que, faut être conscient de ça aussi, puis que si on l'utilise pour apaiser, ben, on va se retrouver avec des problèmes plus tard. Ouais, puis il faut pas avoir peur, là. Les études démontrent que on brime pas un enfant de lui donner accès aux écrans plus tard, dans le sens que quand ça va être le temps, il va l'apprendre très rapidement, là. C'est pas, il a besoin de manipuler ça parce que quand il va rentrer à l'école, il va en avoir de besoin, là. Fait que c'est des Il a besoin apprentissages qui font d'apprendre à vite. tenir. Il a besoin d'apprendre à tenir un crayon, il a besoin de découper, il a besoin de faire l'avion, il a besoin. C'est ça. Ça, il en a besoin. Ouais. Avoir un écran dans les mains, il n'y en a pas besoin. Voyons, faut que je clique là. OK. Au niveau de la vision, on a vu une augmentation des problèmes de myopie chez les enfants. Donc, c'est pas quelque chose là, qui est si inconnu que ça. En fait, c'est que ça occasionne du stress sur le système oculaire des enfants, puis ça peut même retarder et nuire le développement de la vision des enfants parce que l'œil est surstimulé. Souvent, les émissions qu'ils ont maintenant, c'est pas les mêmes émissions que quand on était jeune. Là, les passe-partout, les pots de banane, c'était pas nécessairement des émissions qui étaient super flashantes et très stimulantes au niveau du système oculaire. Il y a aussi que souvent, les enfants, ils utilisent ça dans une pièce qui peut être sombre. Ils aiment être dans le noir pour faire leurs activités, puis voir l'écran comme il faut. Puis, tu sais, lire, on ne pouvait pas faire ça dans le noir avant, là. Ça prenait une lampe de poche ou bien ça prenait vraiment de la lumière. Alors que ça, ben, on peut faire ça dans le noir, puis c'est pas nécessairement quelque chose là, qui est bon, là. Ça peut aussi causer des maux de tête, de la fatigue visuelle, puis même retarder l'apprentissage de la lecture. Bon, là, c'est assez. J'espère qu'on vous a pas trop fait peur. Puis on vivrait un malaise si on ne vous partageait pas aussi les bienfaits des écrans parce que oui, si ça existe, c'est aussi pour nous rendre la vie plus facile sur certains points. Ben, moi, Fait personnellement, je m'en passerais pas, là. Tu mais sais, non. je dis pas que j'en ai besoin, mais en même temps, oui, là. Tu sais, si j'avais pas ça, il y a plein de choses de ma vie qui seraient pas ce qui est maintenant, là. Tu sais, c'est ça. On peut pas passer à côté, mais on n'a pas nécessairement besoin dans les 5 premières années de notre vie. Donc,
Ça peut encourager l'activité physique parce qu'il y a certaines applications, il y a des jeux qui sont plus actifs, la montre qui compte nos pas. Donc, oui, ça peut créer de la sédentarité, mais ça peut aussi faire l'inverse. Il y Parce a que des moi, je la jeux. reçois, ma petite dopamine, quand ça me dit Hey, bravo, aujourd'hui, tu as réussi à faire ton défi d'activité physique. Tu as fait tes 45 minutes. Fait que, tu sais, c'est ça. Ouais. Ensuite, il y a des applications qui vont favoriser la créativité, ça permet du réseautage, fait que ça permet de communiquer avec des gens de partout. Ça Avec qui on a permet. des intérêts communs. Tu sais, on peut, on vient presque, ben, on ne vient pas nécessairement tous de Bécomo, ça peut être du monde là, de partout dans le centre de service, mais on peut avoir des affinités sur quelque chose en particulier. Oups, excusez. Puis, on n'a pas nécessairement des gens dans notre entourage qui vivent la même passion que nous, mais on peut trouver possiblement un groupe Facebook ou une application avec des gens qui partagent la même passion que nous, puis avec laquelle on peut se réseauter, s'encourager, se donner des conseils, en recevoir, s'améliorer, rayonner. Donc, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Mais aussi, il y a tous les contacts avec les proches, les grands-parents qui habitent loin puis verraient beaucoup, qui peuvent créer des liens vraiment forts avec leurs petits-enfants, par exemple, ou quand que nos grands ados partent pour les études, puis qu'on peut quand même leur parler à tous les jours, faire une recette à l'écran avec eux. Ça peut donner accès à du vocabulaire qui est plus enrichi, ça peut soutenir certains apprentissages comme la langue, apprendre différentes langues, apprendre la musique. Il y a des tutoriels. Si votre sécheuse brise, vous pouvez écrire comment je fais pour réparer ma sécheuse. Elle fait tel problème. Ça va être capable de la réparer. Ça développe aussi certaines habiletés cognitives. Là. Il y a certains jeux qui peuvent, oui, améliorer les réflexes, la planification, tous les jeux de stratégie qui peuvent aussi être bénéfiques. Tout n'est pas noir. Même si c'était pas mal ça pendant les 40 premières minutes de notre C'est ça, c'était présentation. déprimant un peu, mais c'est quand même un problème de société qui est important. Là, fait qu'il faut en prendre conscience aussi. Bon, donc, ici, on va avoir une petite diapo sur c'est quand qu'il faut s'inquiéter de l'utilisation des écrans. On a fait un peu le parallèle entre c'est quoi les indices à l'école qui montreraient qu'il y aurait des problèmes avec l'utilisation des écrans, puis aussi les observations qu'on pourrait voir à la maison si l'enfant, on trouve qu'il pourrait avoir des problèmes. Mais commençons à l'école. Donc, des choses que l'école pourrait vous communiquer ou qu'on pourrait se rendre compte quand on a des problèmes, ce serait l'enfant vit de l'irritabilité, de l'agressivité ou encore des difficultés relationnelles. C'est vraiment en lien avec toutes les bulles qu'on vous a montrées tantôt. Peut-être que son développement d'habilité sociale n'est pas bon, pas bon, mais dans le sens que il y a des lacunes à cause des écrans. Irritabilité, agressivité aussi, là, on l'avait vu avec les chutes de dopamine et tout ça, que ça pouvait entraîner des réactions démesurées. Donc, si on se rend compte de ce genre de comportement-là à l'école, ben, ça pourrait être quelque chose là, à explorer si on sent que c'est un problème. Il peut aussi y avoir des manques de concentration, d'attention. Des fois, l'enfant s'endort en classe. S'il a passé la nuit là, à écouter ou il s'est endormi avec son téléphone vers 1h du matin, puis le cadran sonne à 6h30 ou à 7h quand même, puis il faut qu'il aille à l'école. Donc, ça peut être aussi des indices qu'on remarque ou qu'on vous communique. Que si l'enseignant de votre enfant vous parle de cette observation-là, ben, ça peut peut-être allumer des lumières chez vous de dire ouais, il y a peut-être un problème d'écran à la maison. C'est juste pour voir. C'est un indice que vous pourriez recevoir qui pourrait vous faire questionner bon, qu'est-ce qu'on peut voir à la maison qui pourrait avoir cet effet-là. Baisse du rendement scolaire aussi, si vous remarquez ça, c'est peut-être dû à ça. Désengagement scolaire, donc pose moins de questions, participe moins, ou encore vit de l'anxiété à l'école. Ou d'aller à l'école, ça peut aussi là, être en lien avec ça.
Donc, au niveau de la maison, si vous remarquez que votre enfant a des pertes d'intérêt pour les autres activités qu'il faisait avant, tu sais, tu joues plus avec tes Legos, là, qu'est-ce qui se passe? Tu fais plus telle chose, tu veux plus aller à tel sport. Donc, si vous remarquez ça, il y a peut-être des questions à se poser. Si votre enfant est constamment avec des préoccupations, là, il se questionne régulièrement, il a l'air nerveux, s'il fait des mensonges aussi, s'il semble avoir des pertes de contrôle, si vous remarquez aussi des problèmes familiaux, donc beaucoup de conflits avec les parents, conflits avec les frères et sœurs, ou ça a un impact sur ses relations sociales, si vous remarquez que ça peut avoir des conséquences sur sa santé, si vous remarquez aussi qu'il y a une négligence des priorités, donc manquer l'école, manquer du sport, ne plus faire les tâches qu'il faisait avant, là, disons, s'il avait l'habitude d'aller marcher le chien tous les soirs, puis il ne va plus. Donc, tout ça, là, c'est le genre d'indice là, qui pourrait vous faire penser que ça commence à s'approcher d'un problème. Donc, tout ça, là, ça a été mentionné dans un article de Pose ton écran. Là, si vous cliquez ici, vous allez arriver sur l'article où il va vous donner un petit peu plus de détails sur tout ça. Ça, c'est des éléments qui, comme des petites lumières jaunes ou des petites lumières rouges qui vous restent allumées. Si vous remarquez plusieurs choses, puis que vous questionnez l'école, puis que vous vous rendez compte qu'il y a des choses aussi à l'école, bien, peut-être que le temps d'écran de votre enfant est en cause. Puis ça pourrait être quelque chose là, à regarder avec lui ou elle là, pour essayer d'améliorer la situation. Karine, ça pourrait être en lien avec aussi si vous commencez à observer qu'il l'utilise de plus en plus puis qu'il y a un changement dans son attitude, un changement dans son fonctionnement. Là, c'est ça aussi qui peut nous donner une petite alarme. Donc, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir amorcer le dialogue. Donc, commencer à avoir une conversation. Okay? Donc, l'éducation numérique, c'est une préoccupation de société. Là, c'est ce que Karine a dit tantôt. C'est vraiment un enjeu de société. Puis, ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui est important, c'est qu'on fasse équipe. Qu'on fasse équipe autant le milieu familial que le milieu éducatif. Donc, l'école où va votre enfant, l'école que fréquente votre enfant et vous. C'est important qu'on fasse équipe. Puis, comment faire équipe? Bien, on a ces deux stratégies-là. Donc, partager nos observations, puis partager nos solutions. Puis là, vous voyez qu'on a mis de la bienveillance en trame de fond parce que l'intention, c'est pas de culpabiliser personne. Autant l'école que la famille, il peut y avoir des choses qu'on fait qui peuvent nuire à l'enfant sans qu'on le veuille. Ce qu'on veut, c'est faire équipe avec bienveillance, tout ça pour le bien de l'enfant. C'est ce qu'on désire. Puis, des choses à faire, c'est de partager nos observations, puis d'essayer de partager des solutions aussi. Okay? Fait que nos observations, c'est un peu ça qu'on veut partager. Fait que, il y a une partie de l'information que vous avez, puis il y a une partie de l'information que l'école a. Puis quand on met ça ensemble, bien, c'est possible qu'on ait une meilleure vue d'ensemble, puis qu'on soit en mesure de trouver des solutions ensemble pour le mieux-être de nos jeunes. Donc, si l'école remarque des choses, ça se pourrait qu'on vous interpelle, puis qu'on vous parle, puis qu'on vous pose différentes questions. Okay? Fait que ça pourrait être des questions qui vous seraient posées, disons, par l'enseignant de votre école, de votre enfant. Donc, comment se comporte l'enfant à la maison? Donc, il faut être en mesure de parler avec sincérité. Veut pas, c'est pas un sujet tabou, mais en même temps, c'est un sujet pour lequel on n'aime pas nécessairement dire la vérité non plus. Parce qu'on vit de la culpabilité, parce qu'on le sait, on le sait qu'on ne fait pas nécessairement du bien à nos enfants en les laissant exposer trop longtemps aux écrans, mais en même temps, on n'a pas nécessairement d'autres choix ou d'autres alternatives ou des fois, c'est les solutions avec lesquelles on se retrouve aussi. Donc, tu sais, déjà, d'effacer le côté jugement culpabilité, de dire on veut faire équipe, ça va être vraiment pour le mieux. Donc, ça se peut qu'on vous demande comment ça va avec votre enfant à la maison. On essaie de répondre avec honnêteté. Comment ça se passe, la gestion des écrans? Donc, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question-là puis de dire qu'est-ce qu'on a comme règles? Est-ce que l'enfant est capable de les respecter aussi, ces règles-là? Parce que ça se peut que vous déterminiez des règles puis que l'enfant a de la misère à les respecter. Ça se peut aussi que vous ayez nommé des règles puis que vous avez de la misère, vous, à les faire respecter. Ça arrive partout. Ça m'arrive à moi aussi. Là. Ça arrive que je dis à mes enfants, là, vous arrêtez à telle heure, puis finalement, l'heure est dépassée, puis je ne suis pas intervenu tout le temps. On fait ce qu'on peut, on comprend. Mais il faut être en mesure de dire
de donner les bonnes informations. Donc, les règles que vous avez établies, est-ce que c'est facile ou difficile de les respecter, de les faire respecter aussi? Ça se peut que vous ayez de la misère à les faire respecter. Est-ce que votre enfant a son appareil pour se coucher? Avez-vous l'impression que son utilisation a un effet sur son humeur? Donc, toutes ces questions-là aussi, c'est des éléments là, qui ont été mentionnés sur le site de Pose ton écran. Fait que vous avez la référence puis le lien ici là, pour aller voir. En contrepartie, si vous avez des observations puis vous avez besoin d'informations, on a quelques questions que vous pourriez poser à l'école. Donc, poser à l'enseignant ou à la direction de votre école pour essayer d'en savoir un peu plus sur leur côté de la médaille, disons. Vous pourriez leur demander, d'accord, comment est-ce qu'il se comporte à l'école? Puis vous me donner des indices là, sur son comportement en cherchant là, un peu les indices de problèmes qu'on vous a parlé plus tôt. Avez-vous connaissance qu'il utilise un appareil personnel à l'école? Parce que peut-être que vous lui interdisez d'amener son téléphone ou quelque chose comme ça à l'école, puis que vous vous rendez compte qu'il le fait en cachette, puis oui, à l'école, on sait qu'il l'utilise. Donc, ils ont peut-être une information que vous n'avez pas, puis qu'on est capable de faire équipe là, pour ça. À quelle fréquence a-t-il accès à des appareils à l'école? Est-ce qu'il l'utilise pour travailler? Est-ce qu'il l'utilise pour jouer? Est-ce qu'il y a des périodes de récompense? Est-ce que pendant la collation, il écoute la télé? Est-ce que Donc, c'est des questions que vous pourriez poser aussi parce que l'écran qu'il va faire à l'école puis l'écran qu'il fait à la maison, bien, tout ça, ça s'additionne, puis ça fait de plus en plus d'utilisation d'écran dans une même journée, là, puis il faut le considérer. Et oui, l'écran pour le travail n'a pas nécessairement une valeur aussi négative que l'écran pour d'autres raisons, pour jouer ou pour se divertir nécessairement, mais ça reste que faut en être au courant. Puis, vous pourriez aussi demander des choses comme quelle tâche pourrait-il faire à la maison avec son appareil? Donc, si on veut qu'il ait du temps et qu'il puisse l'utiliser, mais d'une façon constructive, est-ce qu'on peut demander des choses qui pourraient être intéressantes à faire avec son appareil, mais qui l'aideraient à développer des compétences qui peuvent l'aider dans son parcours scolaire? Okay? Vous vous retrouvez avec quelques idées de choses avec lesquelles discuter si vous rencontrez l'enseignant de votre enfant, puis que vous avez des éléments là-dedans qui vous préoccupent, puis que vous aimeriez avoir des informations sur une partie ou sur l'autre de la vie de votre enfant. Des choses à rajouter, Karine? Non, je pense que tu as fait le tour. L'important, c'est d'essayer de comprendre un peu ce que vit notre enfant quand on voit qu'il peut avoir un problème ou qu'il y a un comportement il y a un changement dans son comportement. Fait que le fait de se discuter ensemble puis d'ouvrir les portes puis de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour essayer de comprendre de où part la problématique. Donc, on est dans une partie où on va vous parler de certaines recommandations. Donc, qu'est-ce qu'il serait intéressant de faire pour la gestion des écrans? Donc, ici, on a les recommandations ministérielles au niveau de la santé publique, okay, au niveau de l'utilisation des écrans. Eux autres, ils l'ont vraiment mentionné en termes de nombre d'heures. Okay? Donc là, selon l'âge de votre enfant, voici ce qui est recommandé par la santé publique. On dit qu'au niveau des moins de 2 ans, pas du tout d'écran. On dit que ça ne devrait pas du tout être dans les mains des enfants. Ils ont beaucoup d'autres choses à apprendre à ce moment-là que là. Puis aussi, c'est que leur cerveau est en développement. Fait que ça peut être vraiment plus dommageable qu'ils soient exposés là, aux écrans avant 2 ans. Même, il y a certaines recommandations qui vont même parler de 3 ans maintenant. Dans la tranche de 2 à 5 ans, on parle de jusqu'à 1 heure, puis devrait être accompagné de la participation d'un adulte. Oui, M. Bussière, il y a de la sensibilisation qui est faite dans les écoles. D'ailleurs, Karine elle-même est dans un projet où elle discute avec les enseignants du préscolaire pour leur expliquer un peu l'utilisation des écrans, comment l'utiliser au niveau du préscolaire. Je ne sais pas, Karine, si tu veux en parler plus. Hein? En fait, on a fait un projet, c'est un projet pilote qu'on a fait seulement dans 2 écoles pour le moment, mais c'était vraiment de travailler qu'est-ce qu'on peut faire avec nos élèves du préscolaire pour les sensibiliser, puis déjà aller travailler sur les saines habitudes d'utilisation d'écran avec eux. Fait que c'était autant des pratiques en classe,
et autant sur des pratiques en classe que comment leur donner des trucs eux-mêmes aux enfants pour qu'ils puissent faire d'autres choses. Des fois, c'est juste qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire. Quand on n'a pas d'appareil, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu'on commence. C'est sûr que toutes les études, là, ça a vraiment explosé depuis les dernières années. Puis là, je pense que tout le monde est bien sensibilisé. Fait qu'on va essayer de travailler ça aussi dans les écoles. Oui, puis même au niveau des services de garde, on a eu des informations qu'on a partagées avec eux aussi. Donc, oui, on essaie de discuter un peu avec le milieu scolaire aussi, et on les sensibilise à ça. Donc, 2 à 5 ans, 1 heure. L'usage le plus positif qu'on peut avoir remarqué en bas de 5 ans, c'est des conversations en caméra avec des personnes chères, des personnes connues. C'est à peu près le seul usage positif qu'on peut avoir remarqué en bas de 5 ans pour les enfants. Faut que ce soit quelqu'un qui connaisse déjà, donc papy, mamie, sur FaceTime ou peu importe le Messenger. Ça peut avoir des effets positifs, mais le reste, il y a plein d'autres choses à apprendre et à développer avant de leur mettre ça dans les mains. Même si la comptine de 1 à 9 ou de 0 à 10, tout ça, ils la connaissent avant 2 ans parce qu'ils l'ont fait sur la tablette. Il y avait d'autres façons de l'apprendre, puis c'est ça, d'autres choses à apprendre que ça. Au niveau des 6 à 12 ans, on parle aussi de jusqu'à 2 heures par jour, aussi accompagné d'un adulte. Puis à partir de 13 à 19 ans, ben là, il n'y a pas de temps vraiment qui est prescrit, mais on propose quand même de garder à l'œil les effets sur la santé physique et mentale, puis du remplacement des autres activités. Fait que, si on se rend compte d'une dégradation de l'humeur, une dégradation de la santé mentale de notre enfant, de sa santé physique, de sa participation aux autres activités, ben là, ça veut probablement dire que c'est trop, là. Donc, vous avez le lien ici là, pour vous rendre sur le site de la santé publique pour voir les détails. Nous, de notre côté, on le voit avec un angle un peu différent. Oui, le temps d'écran peut être important, mais de dire que c'est 1 heure, c'est chronométré, ça peut vraiment engendrer des conflits. Ça peut être plus compliqué, en fait, parce que là, l'enfant peut se mettre à négocier parce que peut-être qu'aujourd'hui, j'ai eu 40 minutes, fait que le 20 minutes que je n'ai pas pris, je peux-tu l'avoir demain, 1h20, ou demain, je peux-tu faire 1h30 aujourd'hui, puis pas faire ma demi-heure demain, fait que là, demain, juste une demi-heure. Ça devient toute une gestion, puis ça devient compliqué. Fait que ce qu'on vous suggère plutôt de regarder, c'est les contextes, la nature et les moments. Okay? Donc, dans quelle situation ça se passe, c'est quoi le genre de choses qu'il fait, puis quand est-ce que ça se passe. Okay? C'est vraiment plus là qu'il faut tenir notre attention. Puis les moments où c'est problématique. Okay? Donc, les contextes où c'est problématique, c'est quand votre enfant utilise la technologie tout seul, dans une pièce isolée, qu'il fait non plus sans intention. C'est-à-dire que, si tu lui demandes pourquoi tu écoutes cette émission-là, puis il dit ben, je ne le sais pas. Ben, ça, c'est écouter sans intention. Il écoute-tu pour apprendre quelque chose? Est-ce qu'il écoute juste pour se divertir puis se détendre? Est-ce qu'il écoute quelque chose parce que dans 1 heure, il y a d'autres choses, puis là, il fait ça en attendant? Si votre Est-ce que enfant... c'est juste en scrollant une vidéo après l'autre, les petits reels rapides qui déroulent, qui fait juste comme hyper stimuler le cerveau, là? C'est ça. Fait que les usages sans intention précise, c'est des usages problématiques. Okay? Donc, il faut avoir une intention. Puis, il faut la connaître. Mais ça se peut que tu veuilles être sur TikTok puis regarder quelques Reels pendant 5 minutes parce que tu as 5 minutes à perdre ou tu as juste besoin de penser à d'autres choses. Puis oui, des images de chats qui se font effrayer, puis qui courent, puis qui tombent dans l'eau. Puis oui, c'est drôle, mais il faut savoir que je fais ça pour une raison. Okay? Donc, il faut en être conscient. Puis, de le faire en cachette aussi, c'est un autre contexte qui peut être problématique. Donc, si vous vous rendez compte, voyons, il est où mon téléphone? Puis là, plus tard, dans la pièce à côté, il y a votre enfant sur votre téléphone en train de regarder quelque chose. T'sais. Faites en cachette, il ne vous a pas demandé la permission. C'est des contextes qui sont un peu plus problématiques.
quand vous remarquez ça, que ça ait duré 5 minutes, qu'il ait fait ça 5 minutes dans sa journée, ça peut être assez problématique, à mon avis, le fait que ça ait été fait dans ce contexte-là. C'est pas tant le temps que comment, quand est-ce et pourquoi ça se passe. Au niveau de la nature de son utilisation qui peut être problématique, c'est si c'est de façon passive. Donc, si c'est juste de regarder, puis de pas avoir, ça va un peu avec le fait de ne pas avoir d'intention, mais de laisser la prochaine vidéo écouter, de ne pas avoir aucune volonté dans ce qu'on fait, c'est un usage problématique. Comparaison, ça c'est, disons qu'on est sur des réseaux sociaux, puis on l'utilise pour se comparer notre vie. Ah, elle est plus belle que moi, puis ah, gosse à la maison, puis là, elle a l'air d'avoir plus de plaisir que moi, puis là, cette personne-là a mangé plus des choses plus belles que moi. Donc, ça aussi, si on fait ça pour se comparer, c'est un usage là, qui peut être problématique. Si c'est de façon incontrôlée aussi, donc le fait d'être compulsif puis d'avoir absolument à aller jouer ou absolument à aller regarder des vidéos, ça peut être un problème. Puis si la nature de ce que vous regardez est violent ou qui n'est pas nécessairement adapté à l'âge aussi, ça peut être problématique. Fait que même 5 minutes d'écoute de vidéos violentes gratuitement pourrait être aussi dommageable que d'avoir fait 1 heure d'écoute d'une série télévisée. Là, c'est vraiment au niveau de la nature là, que ça peut être problématique. Puis, on a au niveau du moment, qu'il y a certains moments qui sont plus problématiques que d'autres. Comme on s'est rendu compte que la semaine, quand il y a de l'école, c'est plus problématique que la fin de semaine. Le soir, c'est plus problématique que l'après-midi, c'est plus problématique. Ben non, le matin, on l'a mis plus tard. Le matin avant l'école. Plus précisément. Le matin, la fin de semaine, c'est pas si pire. Le matin, avant l'école, on remarque un petit peu plus de problèmes. Si c'est utilisé pour s'endormir, c'est problématique aussi. Si c'est utilisé la nuit, à moins qu'on soit quelqu'un qui travaille de jour ou en tout cas qui dort le jour puis qui travaille la nuit, là, mais bon, je digresse. Donc, l'utilisation la nuit, c'est pas bon. Pendant les repas, surtout si on est de façon sociale, disons, à un souper, ça serait aussi à éviter. Dès qu'on a un temps d'attente, qu'on prend un écran, il faudrait être en mesure là, d'être en mesure de patienter. Là. Ça, c'est quelque chose qui s'est perdu avec le temps. Ou l'utilisation pour se calmer aussi, ça peut être des usages là, qui sont problématiques. Oui, même dernièrement, je me suis rendu compte, je suis à l'épicerie, puis il y a une petite file, puis je sors mon téléphone, je me dis, mais voyons, qu'est-ce que je fais? Pas capable d'attendre les 2 personnes en avant de moi, il fallait que je m'occupe, là, c'est un peu comme ça, regarder dans les lieux publics, là, c'est comme si on a oublié que finalement, il y a une vie qui se passe autour de nous quand on attend, là. Ben, juste nous autres, quand on joue à des jeux de société là, avec des amis, j'ai certains jeux où les joueurs peuvent se faire éliminer. Puis, tu sais, ça dure comme 5 minutes peut-être, là, même pas une ronde de jeu, mais tu peux te faire éliminer dès le début comme au milieu. Fait que dès que quelqu'un est éliminé, pouf, prend son téléphone, puis là, il regarde plus ce qui se passe, il participe plus nécessairement au jeu, puis il attend que la prochaine ronde commence, puis qu'il puisse recommencer. Fait que, dès qu'il y a un moment où on n'est pas sollicité, boum, on fait ça tout de suite. Puis, tu sais, comme Karine l'a dit, on s'en rend même pas tout le temps compte. Des fois, on le fait par automatisme. Mais ce qui est important, c'est de commencer à s'en rendre compte. Donc, le fait que ces éléments-là soient problématiques, c'est parce qu'ils ont remplacé autre chose. Okay? Donc, c'est vraiment la partie du bas. Si on va dans une pièce seule, si on l'utilise dans une pièce isolée, si on l'utilise sans intention, si on l'utilise en cachette, ce que ça a remplacé, c'est les éléments d'en bas. Donc, ça veut dire qu'on a moins de moments en famille, on a moins de temps avec nos amis, on passe moins de temps dans les salles communes, on prend moins l'air aussi. Okay? Même chose au niveau de la nature, si on ne l'utilise pas pour une bonne raison, ben, on manque des occasions pour apprendre, on manque des occasions de se développer, de socialiser, on manque aussi des modèles positifs. Puis, au niveau des moments, selon ce qui est utilisé, ben, ça se peut qu'on manque, ce qu'on a remplacé, c'est notre sommeil. Donc,
On a enlevé le sommeil, puis on l'a remplacé par du temps d'écran. On a enlevé du temps à nos priorités. On a enlevé du temps d'activité physique. Là, je vous avais parlé du temps d'activité physique faible, de faible intensité. Ils sont là. D'activité physique de faible intensité, à jouer dehors, d'avoir des discussions en famille. C'est tous les éléments du bas qui ont moins de place, que si ça disparaît, il y a des éléments de nos bulles du début qui vont écoper. Là. Okay? Fait qu'il faut pas nécessairement avoir le compas dans l'œil et se dire c'est 1 heure ou c'est 2 heures ou c'est 2 heures et quart à chaque jour. Faut savoir qu'est-ce qui a été enlevé dans ma journée, puis que c'est l'écran qui a pris la place à la place. Okay? C'est plus comme ça qu'on veut que vous le voyez qu'absolument vraiment juste le temps là, en soi, parce que ça devient difficile à calculer. Là, j'aimerais partager quelque chose. J'aurais peut-être dû le partager tantôt, là, mais quand on parlait de dans une pièce isolée, en cachette et de violence, je vais beaucoup dans les classes de maternelle et vous seriez surpris de voir il y a combien d'enfants qui connaissent tous les jeux de Squid Game, qui est un jeu, je sais pas si vous connaissez, là, mais qui est une série où que le but, c'est qu'il y a 100 personnes, puis c'est de tuer tout le monde, puis qu'il en reste un à la fin. Je suis convaincue que c'est pas nécessairement les parents qui laissent écouter ces émissions-là aux enfants, mais il suffit de quelques minutes, puis ils connaissent, les enfants de 5 ans connaissent les chansons, parce que sur YouTube, ça passe, ça va être attractif, ils vont peser dessus, fait que c'est pour ça aussi que c'est important que ce soit fait dans une pièce commune, puis d'apporter une certaine surveillance. Donc, nos recommandations vont être sur 4 niveaux. Donc, on va vous parler un petit peu de comment fixer des règles claires d'utilisation, comment choisir du contenu, des usages de qualité et pour l'âge de votre enfant, comment développer son autonomie aussi, puis comment on peut faire pour s'intéresser à ces activités numériques. Donc, le premier, pour fixer des règles d'utilisation claires, on a notre petite fleur ici. Le point important, c'est de trouver l'équilibre. Okay? C'est pour ça qu'on l'a mis au centre de notre petite fleur ici. Ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre. Parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir des relations sociales. Oui, on veut être capable de jouer avec nos amis, que ce soit en ligne, que ce soit hors ligne. Oui, on veut bien s'alimenter, on veut bien dormir, on veut consacrer le temps qu'on a besoin à l'école. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment viser un équilibre. Donc, je vais commencer par la petite pétale d'en haut qui est de déterminer le temps d'écran dans votre plan de semaine familiale. Je ne sais pas si vous faites ça la fin de semaine, de vous asseoir en famille puis de dire, bon, qu'est-ce qui se passe cette semaine? OK, toi, tu as du hockey le mardi, tu as du hockey le jeudi. Moi, j'étais à le sport, le petit jeune était à l'affaire. OK, fait que là, qu'est-ce qu'on va manger? Tout ça. Mais pourquoi on ne place pas aussi le temps d'écran? De telle journée, après l'école, tu aurais peut-être le temps là, de, je ne sais pas, jusqu'à 5h30. Après ça, on va souper. Là, tu aurais le temps lundi jusqu'à 5h30. Après ça, tu aurais le temps peut-être là, de déterminer ce temps-là pour qu'on sache qu'est-ce qui va se faire. De la même façon qu'on planifie notre semaine en famille, on peut très bien planifier les moments où on va utiliser nos écrans. Puis, on pourrait même aussi déterminer qu'est-ce qu'on va y faire, à quoi on va jouer. Puis, la plupart du temps, si on a des jeux avec des horaires à ne pas manquer, normalement, c'est déjà mentionné d'avance. Puis, on peut le savoir peut-être le dimanche que vendredi, il va y avoir un événement Fortnite à ne pas manquer. Puis, c'est sûr qu'il faut que je sois là de 6 à 8. Je ne manque pas ça. De la même façon qu'on réserve dans notre horaire de 6 à 8 quand tu vas au hockey, on peut très bien réserver dans notre horaire le temps où tu as besoin de jouer à ce jeu-là pour cette raison-là. Okay? Donc, ça peut être déjà un indice, une façon là, de programmer ce temps-là, puis d'avoir des intentions lorsqu'on va l'utiliser. On peut aussi convenir de moments et de lieux qui vont être sans écran. Okay? Exemple, on peut dire la salle à manger, c'est toujours sans écran. Okay? Fait que quand on est là pour dîner, quand on est là pour souper, si tu veux montrer à quelqu'un quelque chose sur ton écran puis qu'on est dans le repas, on sort de la pièce, on va aller regarder ça, puis on revient. Okay? Fait que vous pouvez déterminer des zones sans écran dans votre maison. Ça peut être une idée là, à réfléchir. Puis des moments aussi. Fait, nous, normalement, c'est le souper.
oui, ça arrive qu'il y a quelqu'un qui a quoi de drôle à raconter, qui a vu, puis où il y a une photo à montrer. On est revenu d'un tournoi de hockey, puis check le but de mon garçon. Boum. Essaye d'éviter pendant les repas, mais ça reste qu'on a quand même des souvenirs, des affaires là-dessus qu'ils peuvent utiliser. Puis ça arrive qu'on s'échappe, mais normalement, les soupers, nous, c'est relativement sacré. On ne prend pas nos écrans pendant qu'on mange. On l'utilise vraiment pour discuter, partager le repas ensemble. Ça, moi, je peux dire que j'ai convenu de ça à la maison. Mais oui, ça arrive qu'on a des échappées. On parle aussi d'aviser d'avance le moment de fermer. OK? Donc, vous savez, là, les explosions d'enfants qu'on a parlé là, il n'y a pas longtemps, lorsqu'on coupait le Wi-Fi, qu'on débranche ou qu'on arrache les manettes, c'est pas nécessairement la bonne façon non plus d'intervenir, mais de prendre le temps d'aviser. Il reste tant de temps, de mettre une alerte, de mettre une alarme. Ce qui serait suggéré aussi, c'est de mettre une horloge ou quelque chose, un temps qui est à vue de l'enfant. Parce que souvent, sur les tablettes, dès qu'on est sur un jeu, on ne le voit plus l'heure, là. On ne voit pas ce qui se passe, là. Donc, puis c'est voulu parce qu'on se souvient, clic, puis stick. Donc, arrive, puis reste. Donc, ça fait partie des stratégies aussi de ne pas vous montrer le temps qui passe, là. Donc, d'avoir des horloges ou tout ça, des éléments de temps, de repère pour être capable de savoir qui était l'heure. Puis moi, j'avais dit qu'à 5h30, je devais arrêter. Puis, ça, c'est assez important aussi d'être au fait de ce que votre enfant a fait sur son écran. Surtout s'il y a un moment où il doit s'arrêter pour une raison. Exemple, tu peux jouer parce que jusqu'à 6h30, parce qu'après ça, on s'en va dans l'auto puis c'est ta pratique de hockey. Bien, il faut lui demander à quoi il joue avant. Parce que s'il joue, exemple, à Fortnite, ça, c'est un jeu que tu ne sais pas quand ça s'arrête. Ta game, elle peut durer 2 minutes parce que tu te fais éliminer rapidement. Elle peut durer 5 minutes, 10 minutes, puis elle peut durer une demi-heure si jamais tu te rends dans le top 2, top 3, puis tu es dans les derniers, puis tu espères gagner. C'est un jeu que tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Il y a d'autres jeux que c'est des rondes, puis les rondes durent tant de temps. Il y a tant de rondes à la limite, fait que tu peux te dire, bon, ça dure généralement entre 15 et 30 minutes. Donc là, il est 5h15, puis à 5h30, tu dois arrêter. C'est comme pas le temps de jouer à ce jeu-là. Disons, à partir de 5h15, joue à un jeu que tu peux arrêter n'importe quand. Comme ça, il n'y en aura pas de frustration de dire, mais là, je laisse mon équipe pendant que je suis en train de jouer. Puis quand on est au fait de ce que notre enfant fait, puis qu'on sait le temps où on a à le faire, à arrêter, mais on est plus en mesure de lui faire les bons choix sur le genre de choses qu'il veut faire là-dessus. Okay? Fait qu'on peut l'habiliter à choisir une activité qu'il peut faire en sachant qu'il y a un deadline, puis qu'à ce moment-là, ben, il faut qu'il soit capable de s'arrêter. Donc, tout ça, là, toute cette planification-là, c'est un peu le aviser d'avance le moment d'arrêter. Un autre Oui. petit truc, Marc-André, que j'ajouterais, là, c'est d'aller chercher le regard, le contact visuel avec notre enfant avant de fermer. Même si c'est juste la télévision puis que c'est pas de patrouille, là, imaginez-vous, nos écrans maintenant sont grands, sont carrément absorbés dans l'écran. Fait que d'aller, peut-être qu'il vous entend même pas quand vous êtes en train d'y parler, là. Fait que juste le fait de mettre une main sur l'épaule, puis d'avoir le contact visuel ou lui demander de regarder quelque chose pour le distraire, pour être en mesure de le fermer, là, ça va aussi faciliter la tâche. Oui, moi, je me souviens d'un élève une fois qui avait réagi à l'école. Il y avait un temps de récompense d'ordinateur, puis la récréation arrivait bientôt, puis l'enseignante avait dit il te reste 5 minutes. Puis là, elle avait mis un cadran, tu sais, 5 minutes. Puis là, une fois que le 5 minutes est fini, l'élève, il se désorganise, il capote, il dit c'est pas juste, il dit à ma maison, les 5 minutes sont plus longs que ça. Mais tu sais, peut-être que le parent avait dit ah, on sentait, tu finis dans 5 minutes, mais tu sais, il n'avait pas nécessairement utilisé une stratégie pour savoir que ça faisait vraiment 5 minutes, puis que finalement, elle avait laissé passer 10, 15, 20. Et que là, l'enfant, lui, s'est retrouvé dans une situation où le 5 minutes de la maison puis le 5 minutes de l'école n'étaient pas le même, mais tu sais, l'enseignante avait vraiment mis un timer de 5 minutes, donc il s'était vraiment passé 5 minutes, mais l'enfant n'avait pas eu le même feeling que ce qu'il avait vécu à la maison. Donc, ouais, c'est ça.
On parle aussi d'aider votre enfant à s'occuper hors des périodes de jeu. Il y a un petit lien là, qui peut vous amener à une... je peux vous la montrer. Là. C'est une petite ressource de différentes activités qui sont déconnectées, qu'on peut faire là, une petite affiche là, avec, ça peut être une roulette, puis de faire tourner la roulette, puis c'est ça qu'on va faire comme activité. Donc, on propose d'essayer de voir comment on peut aider l'enfant à s'occuper dans les périodes de jeu qui ne sont pas nécessairement des périodes d'écran. C'est sûr que ça va demander de l'accompagnement de votre part. Puis, ce qui aide aussi, c'est de pouvoir donner l'exemple. Donc, si vous avez déterminé des règles de pas d'écran lors du souper, ben c'est pas nécessairement le temps de le sortir vous et de dire oui, mais c'est parce que moi j'envoie un courriel, tu sais, ou oui, le mieux, c'est vraiment d'être des parents qui donnent l'exemple. Moi-même, c'est ça, avec mon projet écran où que j'ai eu, j'étais allée chercher quand même plusieurs données, tout ça. Là, la règle chez nous, c'est pas de double écran. Et quand je me fais attraper, je me le fais dire. Parce qu'ils sont plus vieilles, en fait. Mais c'est ça. Quand on fait une règle de maison, c'est pour tout le monde. Mais faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, là. Ça pouvait marcher, mais pas. Tu sais, souvent, ça crée de la friction parce qu'il y a un sentiment d'injustice, tout ça. Le mieux, s'il y a une règle pour la famille, on fait partie de la famille, on va respecter la règle, puis on va donner l'exemple. C'est ce qui va être le mieux. Donc, on vous parle aussi de quelques pistes pour pouvoir favoriser d'autres activités que celle du temps d'écran. Okay? Donc, ce qu'on vous parle, c'est d'explorer les autres intérêts de votre enfant. Donc, de s'assurer de connaître qu'est-ce que votre enfant aime d'autre que les écrans, puis de s'assurer de proposer ce genre d'activité-là. Évitez d'utiliser l'écran comme une récompense ou une menace. Donc, de dire si tu n'es pas gentil, tu n'auras pas ton écran, ou si tu es gentil, tu vas avoir de l'écran, parce que ça donne une valeur encore plus grande à l'appareil ou à l'activité qu'on fait. Même chose si on met des limites vraiment très strictes ou si on met des coupures, c'est là qu'il va y avoir du mensonge ou qu'il va y avoir des vols pour moi, ça m'est arrivé là, en tant que parent, là, quand mes enfants étaient plus jeunes, là, j'étais un techno-savant un peu, là, j'aime utiliser les appareils, puis là, je mettais des réglages pour que la tablette s'arrête après 30 minutes à tous les jours, puis là, ça leur coupait d'en face, puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils m'avaient déjà vu faire le code de temps d'écran pour leur donner un petit peu plus, fait que là, ils étaient capables, eux, de mettre plus de temps. Il y a même une fois que mon fils avait pris un vieux téléphone que j'avais mis de côté, puis il l'avait utilisé, puis il l'avait dans sa chambre, puis il ne gardait pas l'autre. Là. Il avait fait ça en cachette. Là. Fait qu'on avait été super fâchés, puis il a fallu intervenir. Mais plus on est restrictif, plus on limite, plus on donne de la valeur et de l'importance à ces affaires-là, puis plus ça leur donne envie d'en faire, puis de vouloir contourner les règles. Fait que, si on l'utilise comme récompense ou comme menace, on renforce encore plus cet intérêt-là pour l'objet. On parle de fractionner le temps d'écran, donc si vous voulez accorder des gros moments de temps d'écran, ça serait bien de le fractionner pour qu'il y ait des activités entre les deux. Je t'ai vu faire d'autres choses, Karine? Oui, hein? Mais c'était pour quelqu'un qui me demandait si ça allait pouvoir finir de l'écouter de manière différée. Ah, OK, c'est bon. Ça avait rapport quand même à la conférence. Oui. Donc, fractionner le temps d'écran. Puis, on parle aussi d'exploiter les intérêts des écrans de votre enfant, mais dans d'autres contextes. Fait que si votre enfant, il trippe sur Fortnite, pourquoi vous n'organisez pas une activité à la style Fortnite avec des petits pistolets à fléchettes? On cache un petit pistolet, les guns Nerf et tout ça, là, les jeunes ils aiment bien ça. On en cache un peu partout autour de la maison, puis des fléchettes, on en cache aussi. Puis là, on joue dehors à Fortnite, on s'amuse, on va chercher un fusil qu'on finit par trouver qui est caché en dessous de la galerie. On se prend quelques balles, boum, 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 boum. Les fusils à l'eau aussi, l'été, c'est super populaire. On cache des fusils à l'eau, on met des bacs d'eau, puis là, les jeunes, ils jouent à Fortnite autour de la maison. Donc,
Vous pouvez très bien utiliser les jeux qu'ils font puis essayer de les exploiter chez vous, puis de pouvoir les faire dans un autre contexte. Donc, s'ils adorent la Nintendo, puis qu'ils parlent que de Mario, puis ils parlent que de Mario, ben on peut faire des bricolages de Mario, puis on peut faire du coloriage de Mario. Donc, on peut faire d'autres activités qui ont un lien avec ce qu'il fait sur les écrans, mais qui n'est pas nécessairement sur les écrans. Donc, c'est une façon de pouvoir faire des activités autres que les écrans. Donc, des recommandations maintenant au niveau du contenu et des usages de qualité. Okay? Donc, on peut essayer de voir un peu l'utilisation des écrans comme l'alimentation. Okay? Donc, en alimentation, on a une panoplie de produits qui sont disponibles pour nous, certains qui peuvent être bons pour la santé, certains qui peuvent être un peu nuisibles si on en prend un petit peu trop. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais manger de chips dans la vie? Pas nécessairement. Il y a des temps, des occasions, mais si on mange que des chips, est-ce qu'on va être en santé? Ça se peut que non. Okay? Donc, de la même façon que si on mange juste des pommes dans une journée puis qu'on ne mange jamais rien d'autre, ça ne sera pas nécessairement bon non plus. Mais on peut le voir un peu comme l'alimentation. On a beaucoup d'éléments qui sont à notre disposition. Il y a des choses qui sont plus santé, des choses qui sont moins santé. Puis, pour être capable de faire la part des choses, puis d'essayer de manger équilibré, donc essayer d'avoir aussi une utilisation d'écran qui est équilibrée. Donc, au niveau de la malbouffe, au niveau des écrans, on a les utilisations passives. Okay? Donc, c'est-à-dire juste scroller, regarder une vidéo, puis la prochaine, sans nécessairement faire des choix et décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Okay? Ou d'écouter juste pour écouter. Si c'est du divertissement uniquement aussi, ça n'a pas nécessairement une valeur hyper positive. Oui, ça peut nous donner une meilleure humeur si on a passé une mauvaise journée ou on a des choses à évacuer, mais ça reste que les problèmes qu'on veut fuir avec notre divertissement, ben, ils vont être encore là quand on va sortir de notre divertissement. Là. Fait que ça reste qu'il va falloir intervenir là-dessus quand même. On ne peut pas faire que ça. Puis, Marc-André, si je peux me permettre, du divertissement peut aussi devenir une occasion d'apprentissage ou de discussion, parce que même si on écoute une émission qui est purement divertissant, là, on peut voir qu'est-ce que tu as aimé, toi, là-dedans, puis moi, puis le fait de le partager, de le faire avec notre enfant, ça fait aussi qu'on crée des liens, on rit pour les mêmes choses, fait que quelque chose d'anodin peut devenir quand même un bon moyen, même de créer un lien avec notre enfant, là, fait que... Ben, on le voit beaucoup par les réseaux sociaux ont créé les Reels dernièrement. Là, donc, c'est des petites courtes vidéos qu'on peut envoyer. TikTok le fait, Instagram le fait, Facebook le fait. Puis, moi, j'ai un petit groupe d'amis où on s'envoie des Reels qu'on trouve drôles. Fait que, ça reste que c'est du divertissement, mais qu'on l'utilise comme de façon sociale parce qu'on le partage avec des amis, puis on en reparle, ou des fois, on le fait directement. Hey, check cette vidéo-là, c'est drôle. Donc, bon, ça peut avoir des interactions sociales si on le rend actif et tout ça. Donc, divertissement. Si c'est du contenu qui est forcé par une application aussi, ce n'est pas nécessairement du contenu de qualité. Donc, quand on parlait des lectures automatiques, c'est un peu ça, là, des éléments qu'on veut parler qui sont forcés par l'application. Du contenu qui est grossier, on pourrait le voir aussi comme de la malbouffe. Donc, oui, des fois, mais peut-être pas trop. Du contenu de mauvaise qualité, donc qui est violent ou qui est malsain. Bon, à peu près tous les adultes, puis j'imagine certains enfants peuvent trouver très drôle de voir Martin et Matt en train de sacrer pendant qu'ils essayent d'installer un luminaire au plafond. C'est vraiment, ça peut être très drôle. Moi, ma blonde, elle rit à chaque fois qu'elle l'entend lâcher des sacres. Elle trouve ça très drôle. Fait que, oui, c'est comme s'il avait pris un petit bol de chips cette journée-là. C'est du contenu malsain, puis du contenu violent, mais est-ce qu'on ne doit jamais être exposé à ça? Pas nécessairement, mais ça reste qu'il faut doser. Puis, le contenu gratuit est aussi à faire attention. Okay? Parce que qui dit gratuit dit bourré de publicité. Okay? Fait que si vous achetez des applications sur l'App Store ou le Google Store, puis que c'est écrit gratuit, dites-vous là, que
C'est vraiment à vérifier parce que vous allez avoir tout plein de publicité là-dedans. Vous allez avoir des choses qui vont être suggérées à votre enfant. Il va avoir des temps d'attente. Ça risque d'être du contenu qui n'est pas nécessairement agréable. La plupart de ces applications-là, ils ont toujours un petit contenu d'achat inclus à l'intérieur où là, tu peux désactiver la publicité. Fait que si c'est une application qui est vraiment intéressante pour votre enfant, puis que vous êtes en mesure de désactiver les publicités, ça serait quelque chose qui serait à privilégier parce qu'autrement, on s'approche de la malbouffe avec ça parce que qui dit gratuit dit c'est pas nécessairement gratuit. Au lieu de prendre votre argent, on prend plutôt votre temps. Okay? Fait que c'est sûr qu'on paye d'une façon ou d'une autre. Si on ne paye pas avec notre argent, on paye avec notre attention ou on paye avec notre temps. Fait que si vous donnez du contenu gratuit à vos enfants, dites-vous que vous les exposez possiblement à de la publicité. Maintenant, parlons des aliments un petit peu plus sains. Okay? Donc, l'utilisation des écrans pour des questions fonctionnelles, c'est-à-dire payer les factures, répondre à des courriels, faire des transferts d'argent, faire l'épicerie. Ça, c'est des façons fonctionnelles. On l'utilise pour des raisons en particulier, des raisons fonctionnelles. Le scolaire aussi, puis le professionnel, c'est des usages qui sont normalement des usages de qualité. Des usages actifs ou interactifs aussi, donc soit qui vous demandent de commenter ou qui vous demandent de créer quelque chose ou, mettre un Just Dance à la TV puis que l'enfant se met à bouger, ben, c'est du contenu où l'enfant est actif. Fait que, c'est pas nécessairement nuisible en soi. Puis là, je vous ai mis un petit lien parce que sur Pose ton écran, vous avez un article qui vous propose des façons plus actives d'utiliser les écrans, dont, déjà, si vous écoutez une vidéo de divertissement, comme Karine disait, de l'écouter avec votre enfant pour le transformer en occasion d'interaction, ben, c'est une façon très bonne de transformer de la malbouffe en quelque chose de bon. Okay? Donc, quand on a du contenu qui est actif ou interactif, la plupart du temps, ça peut être du contenu de qualité. Du contenu passif mais accompagné, donc c'est un peu le même point qu'on vient de discuter, qui développe l'esprit critique, qui développe la créativité, qui développe des relations, qui est rassembleur. J'ai un exemple au niveau de rassembleur. Vous connaissez les cases de réalité virtuelle. Ça, ben, c'est des jeux qui sont difficilement sociaux si on est plusieurs personnes. Okay? Donc, exemple, là, je vous invite chez nous, j'ai un casque de réalité virtuelle. C'est bien le fun que je joue à ça devant vous autres, mais vous, qu'est-ce que ça vous donne? C'est pas nécessairement rassembleur si moi, je suis en train de jouer au mini-golf puis vous me regardez faire. T'sais. Mais il y a certains jeux, comme sur la réalité virtuelle, là, il y en a un qui s'appelle Keep Talking and Nobody Explodes. Donc, continue de parler puis personne ne va exploser. En gros, ce jeu-là, c'est qu'il y a une personne qui a le casque de réalité virtuelle puis il a devant lui une bombe. Puis la bombe, il doit la désamorcer, puis il y a plein de mécanismes dessus. Un gros bouton rouge avec le mot détonation dessus. Puis là, faut-tu que je pèse, faut-tu que je pèse pas? Je le sais pas. Les personnes qui le savent, c'est les personnes qui sont autour, qui ont le manuel de désactivation de la bombe. Fait que là, la personne qui n'a pas le casque a une partie du livre. Nous autres, c'est ça qu'on fait d'habitude, on se donne comme chacun des pages. Puis là, quand quelqu'un dit « Hey, j'ai un bouton avec, il est rouge avec le mot détonner, OK, pèse dessus, attends 3 secondes, puis après ça, relâche-le. » Mais la personne est pas capable de jouer seule, elle a besoin des personnes qui n'ont pas le casque, puis qui sont en mesure de participer avec elle. Fait que ça, c'est tout le temps des activités qui sont super agréables. Ça utilise un écran, mais c'est rassembleur parce qu'on a besoin de coopérer puis on a besoin de se parler pour être en mesure de réussir le défi. Fait que ça peut être une façon de transformer un jeu avec des valeurs un petit peu plus nutritionnelles. Un peu comme un autre exemple de jeu que je pourrais proposer, là, c'est le jeu de cartes dans le front, mais avec le téléphone. Fait que, dans le fond, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là, la personne a un mot décrit, puis il faut qu'elle essaye de deviner, puis de poser des questions pour faire deviner, puis qu'on fait juste, pour changer la carte, on a juste besoin de descendre le téléphone. Fait que c'est des jeux qui se font avec un écran, mais qui peuvent être rassembleurs quand même. Bon, à ton tour, Karine. Bon, nous allons parler d'autonomie. Comment rendre ces beaux enfants autonomes dans leur utilisation des écrans?
Un petit topo là, sur le développement de l'autocontrôle. L'autocontrôle, c'est d'être capable de se stopper soi-même et de s'arrêter quand c'est le moment. C'est une route parce que c'est un long chemin. De 0 à 5 ans, le développement du cortex de notre cerveau, en fait, il n'est pas encore vraiment rendu là. Il va vivre une émotion. Il est fâché, il peut lancer des choses, d'apprendre à se contrôler. On est au début des apprentissages, tout ça, ça peut être plus difficile. À partir de 5 ans, à peu près vers 5 ans, là, on commence à avoir certaines fonctions cognitives qui sont un peu plus avancées. Puis il va être capable d'avoir une certaine introspection sur ce qu'il fait. Puis là, de se dire, OK, peut-être que là, ça fait pas de sens, là. Que je ne vais pas donner juste l'exemple d'écran, mais en fait, il commence à pouvoir poser un regard sur ce qu'il fait pour se moduler puis essayer de faire autre chose. Puis là où l'autocontrôle devient un peu plus facile, mais il faut encore qu'il soit accompagné. Ensuite, à 15 ans, le cerveau, il poursuit vraiment son développement, puis il est plus mature, en fait. Il est capable de se réguler, de faire des bons choix. Là, l'introspection s'installe, mais c'est encore pas toujours facile parce que notre cerveau, il continue de maturer, puis de cette partie du cerveau, puis ça peut prendre jusqu'à 21 ans, puis j'ai vu des études qui démontraient que c'était même jusqu'à 25-26 ans là, que cette partie frontale du cerveau se développe, puis va nous permettre là, de pouvoir se contrôler. Et c'est plus difficile et plus long chez les garçons que chez les filles, je tiens à le préciser. Puis apparemment, les écrans auraient aussi un impact là-dessus parce que normalement, lorsqu'on reçoit de la dopamine, ça endort notre amygdale, qui est une partie dans notre cerveau. Puis c'est elle qui est un peu responsable du développement du contrôle des émotions et tout ça. Puis ben, le fait qu'on se divertit beaucoup, puis qu'on reçoit beaucoup de dopamine, puis on endort beaucoup notre amygdale, ben, ça fait qu'elle, elle a moins à travailler, puis ça retarde son développement. C'est pour ça que Karine a dit qu'on remarque le développement un peu plus tard encore, là, jusqu'à 25 ans, puis même j'ai lu 27 ans quelque part. Ça retarde principalement à cause de ça, là, parce qu'on endort notre amygdale. Oui, c'est un peu comme un sac de chips, là, tu sais, on ouvre le sac de chips, là, puis on mange les chips, puis on n'est plus capable de s'arrêter. L'autocontrôle, c'est ça. D'être capable de se dire, stop, est-ce que j'ai encore faim? Non. Alors j'arrête. Puis c'est vraiment lié aussi avec le contrôle de la gestion des émotions, là. Fait que tout ça est ensemble. Fait que quand je perds d'apprendre à gérer les émotions qui vont avec la défaite, avec une victoire. Fait que tout ça, de se calmer, que notre enfant apprenne à se calmer autrement. Fait que ça fait toute partie là, du développement de l'autocontrôle. Et, tu sais, de la même façon qu'un chip, c'est fait bon pour que tu aies envie d'en manger d'autres, on vous a parlé aussi que les écrans, ben, c'est fait comme ça. Le click and stick, c'est fait pour que tu commences puis que tu aies de la misère à t'arrêter. De la même façon que tous les produits qui ont été créés en malbouffe sont faits comme ça, sont faits pour que tu aies envie d'en boire, que tu aies envie d'en manger. Ça a été désigné comme ça. Fait que c'est encore plus dur pour les enfants parce qu'ils sont justement dans ce développement-là de l'autocontrôle, puis c'est pratiquement impossible pour eux de se battre contre ça. Fait que pour qu'un enfant devienne autonome dans son utilisation des écrans, ça peut venir tard. Il a besoin de l'adulte qui va être là près de lui puis qui va l'accompagner là-dedans. Fait que là, on va vous présenter quelques petites étapes logiques qui vont vous aider à favoriser l'autonomie de votre enfant. Puis ça, c'est pour tout âge. Hein? Faut passer par ces étapes-là, peu importe l'âge de votre enfant, qui ait 21 ans, qui ait 3 ans, qui ait 5 ans. Vous avez juste à remplacer l'habilité qui est à développer. Exemple, lasser ses souliers. Ben, on fait ce processus-là. Conduire, on fait ce processus-là. Peu importe l'habilité que vous voulez développer, comme là, on va vous parler d'habilités qui sont reliées à la gestion des écrans, il faut passer par les 4 étapes que vous voyez là dans le cadre. Oui, dans le fond, des exemples d'habileté, ça pourrait être de planifier
son temps d'écran, comment devenir autonome pour commencer son utilisation. Ça, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on voulait dire, pour être capable de s'arrêter, pour être capable d'apprendre à s'occuper sans avoir un écran. Fait que c'est tous des exemples d'habileté. Fait que la première étape, ce serait « je le fais et tu me regardes ». Fait que l'enfant, il va nous observer, il va nous écouter, puis il va essayer de reproduire le modèle qu'on lui donne. Fait que ça peut être, par exemple, moi-même, j'annonce que je vais regarder mon émission de télévision pendant cette demi-heure-là, puis qu'après, j'annonce que je vais aller faire. Puis quand l'émission est terminée, l'émission est terminée, je ferme le téléviseur et je vais faire l'action que j'avais prévue ou l'activité que j'avais prévue, comme par exemple aller, je pourrais vous dire une activité le fun, comme plier du linge ou faire de la lecture ou faire des mots croisés, aller jouer de la guitare. Fait que, dans le fond, on montre à l'enfant que oui, je fais une activité avec une intention. C'est un peu de la pleine confiance. C'est aussi une stratégie là, qui était vraiment préconisée dans les études. Fait que c'était de le faire. Oui, je fais cette activité-là avec cette intention, pour cette raison, puis de prévoir quand j'arrête. Fait que ça peut être, moi, je le fais devant mon enfant, mais ça peut être, je le fais pour mon enfant. Alors là, je lui dis, avant le souper, il reste 30 minutes. Si tu veux, j'ai pas d'exemple mais un jeu qui pourrait aller jouer pour aller même pratiquer des mathématiques sur la tablette, tu as 30 minutes. Puis après, ben, on lui dit, bon, l'intention c'était ça, c'est fait, maintenant on ferme l'écran. La deuxième étape, c'est on le fait ensemble. Fait que là, on va faire l'activité avec l'enfant, puis on va solliciter sa participation. Fait que plutôt que moi, je le fais, puis je te dis qu'est-ce que tu fais, puis comment, ben, on en discute ensemble. On essaye de faire le plan de match ensemble. On l'accompagne dans cette action-là. L'autre étape, tu le fais et je te regarde. Donc, l'enfant, il va planifier ses activités et sa façon de faire, mais je suis pas loin. Je supervise, je regarde, ça fait-tu du sens? Je peux poser des questions. Ah oui, tu as prévu faire ça à ce moment-là? Est-ce que tu es certain que tu as accompli les tâches que tu devais faire? Est-ce que tes devoirs sont faits? Fait qu'on l'accompagne, on va le questionner, pas dans un but de le coincer, mais plutôt de l'accompagner dans ce développement d'autonomie-là. À la fin, là, l'enfant, il fait seul, il fait par lui-même. Fait que c'est juste de voir un peu ce chemin-là vers l'autonomie qui est étape par étape. Je le fais pour lui, il me voit le faire, je le nomme quand je le fais, parce que si je fais tout ça sans le verbaliser, sans mettre des mots sur ce que je suis en train de faire, ça n'a pas le même impact sur notre enfant. Fait que je le nomme, je lui montre, ensuite, on le fait ensemble. Après, tu le fais, je te regarde, je te conseille, je te questionne, puis pour finalement que l'enfant devienne autonome dans son utilisation. C'est juste un petit truc, là, il y avait, tu as envie d'allumer un écran, là, c'est une affiche là, que vous pouvez voir avec t'as-tu fait ton lit, t'as-tu pris ton déjeuner? Fait que c'est un petit chemin qu'on peut faire puis qu'on peut personnaliser pour que l'enfant, il peut avoir accès à son écran s'il a effectué les tâches qu'il doit faire avant. Fait qu'il y a je dois vider le lave-vaisselle. Ensuite, je peux jouer sur ma console jusqu'à 19h. Ça peut être je dois ranger mon lavage. Ensuite, je peux faire du casse-tête. Je peux, n'est pas obligé d'être toujours de l'écran. Il faut au contraire qu'il soit exposé à d'autres activités. Il y a d'autres exemples. Notre dernière petite recommandation concerne de s'intéresser à ces activités numériques. Pour faire équipe avec nos enfants, puis pas que ça devienne juste un peu un champ de bataille, tout ça, puis qu'ils se sentent toujours coincés ou toujours remis en question comme s'ils n'étaient jamais corrects. Fait que le fait de s'intéresser à ces activités va aider à créer un lien, puis vraiment favoriser la communication. Fait que s'intéresser sans avoir l'air de finir.
Vas-y. De la même façon qu'il revient d'un sport ou il revient de l'école puis on lui demande comment ça a été, ben, on peut aussi faire la même chose dans ses activités numériques pour savoir comment ça a été, avec qui tu as joué, tout ça. C'est un peu le même genre. Il faut vraiment avoir un intérêt euh, authentique. Oui, c'est ça, réel. Pas juste fouiner, mais de s'intéresser à ce qu'il vit, ce qu'il fait, à qui parle. On peut saisir les opportunités, tu sais, de nous demander de nous raconter quelque chose qu'il a vécu, par exemple. Utiliser les termes en ligne et hors ligne Ben, tu sais, pour comprendre la différence. qu'on parle aussi pour saisir les opportunités, c'est que si, je ne sais pas, vous êtes à l'épicerie avec votre enfant, puis là, vous remarquez un enfant dans le panier d'une autre famille, puis là, l'enfant est sur une tablette en train de la regarder, ben là, vous pourriez saisir cette opportunité-là pour discuter avec votre enfant et dire comment tu trouves ça que l'enfant soit dans son panier, puis que c'est un peu ça, saisir les opportunités. S'il y a des événements, moi je l'ai vécu, j'étais allé me faire couper les cheveux, j'étais à une place là, où c'est sans rendez-vous, fait que les gens arrivent, puis attendent, puis quand c'est à leur tour, ils y vont. Puis après moi, il y a une famille qui est arrivée, une maman avec 2 enfants, puis dès qu'ils sont arrivés dans le salon de coiffure, puis qu'ils se sont assis pour attendre, le plus grand des deux, il devait avoir 6-7 ans peut-être. Il dit, Maman, peux-tu prendre ton téléphone? Puis là, la maman a dit non. Elle a dit non, tu ne prendras pas mon téléphone. On va parler, on va trouver un jeu à faire. Puis, ben oui. Puis je n'ai pas entendu les enfants se désorganiser. La règle était claire, c'était non. Un petit peu plus tard, le papa arrive. Ça ne prend pas 32 secondes, même pas 7 secondes. L'enfant, il va, puis il dit Hey, papa, peux-tu prendre ton téléphone? Puis là, la maman a dit Mais tu sais, je viens de dire qu'il ne pouvait pas. Puis le papa, ben, bonne affaire, il a dit ben, je ne l'ai même pas sur moi, mon téléphone. Je ne l'ai pas, laisse faire. Continuez à faire le jeu que vous faisiez. T'sais. Fait que, tu sais, si j'avais été avec mes enfants à ce moment-là, j'aurais pu profiter de cette occasion-là pour discuter aussi de ce qu'on vient de vivre, puis de voir comment, ben, les choix qu'ils ont fait, tout ça. Tu sais, c'est ça. Saisir les opportunités, c'est un peu ça. Voir ce qui se passe, puis profiter de ça là, pour essayer d'en discuter, puis de passer quelques messages. Oui. Utiliser les termes en ligne et hors ligne, ça peut être même de faire un peu la comparaison, là, de demander, toi, comment ça se passe quand tu parles avec tes amis en ligne? Est-ce que c'est difficile? Trouves-tu que la communication passe bien? Réussis-tu, tu sais, à dire ce que tu veux? Puis la différence quand tu es hors ligne puis que tu rencontres tes amis, tu sais, fait d'essayer de comprendre puis s'intéresser en vrai à eux, puis à ce qu'ils vont utiliser. Là, tu sais, c'est comme quand Snapchat est sorti, j'avais aucun intérêt d'avoir ça. Mais ils m'ont montré, ils trouvaient ça drôle, je l'ai installé. Fait que c'est devenu un moyen de communiquer avec mes enfants, un moyen qu'ils aimaient en vrai. Fait que c'est ça. Puis, tu Tu sais, veux-tu c'est de dire faire quelque chose? attention aussi au genre de mots qu'on utilise, puis on parle plus de en ligne et hors ligne, puis de pas nécessairement virtuel ou vrai ou pas vrai, tu sais, de dire que, ah, OK, tu sais, pourquoi tu joues plus avec tes vrais amis? Mais tu sais, c'est quoi tu veux dire par vrais amis? Quand, tu sais, si je joue en ligne avec une personne 2 fois par semaine, que je ne l'ai pas vraiment vu dans la vie, que c'est un vrai ami ou c'est pas un vrai ami, mais c'est un ami en ligne. Mais tu sais, ça reste que ça peut être un vrai ami parce que je m'entends très bien avec, puis ça fait des mois que je joue avec cette personne-là. Mais de dire que c'est un vrai ami ou un pas vrai ami ou un ami virtuel ou là, tes jeux. Donc, quand on utilise en ligne et hors ligne, c'est un petit peu moins agressant là, d'utiliser ça là, avec les enfants. Là. Il y a aussi bon, d'essayer d'éviter les attaques directes, mais d'utiliser des statistiques, des documentaires, pourquoi pas justement prendre un moment puis de regarder ensemble une émission qui vont en discuter de tout ça. J'ai perdu mon idée. Ouais. Mais tu sais, c'est d'éviter de dire bon, t'es encore là-dessus, OK, là, tu fais juste ça, voyons, il n'y a pas moyen de t'enlever ça des mains. Ça, tu sais, c'est des attaques directes. Là. Si on va vers là, on s'en va vers des conflits, on va avoir de la friction, de la tension, c'est sûr. Donc, faut éviter ça, y aller plus détourné. Puis, tu sais, même d'utiliser une statistique d'enfance en disant, savais-tu que 86% des parents ne sont pas d'accord avec l'utilisation des écrans de la... Moi, d'accord, mais quoi? Donc,
plus de s'intéresser, de questionner, d'ouvrir la discussion. OK? Donc, de poser des questions qui sont non menaçantes. Qu'est-ce que tu fais sur le temps d'écran? Quand tu es sur ton écran, à quoi tu joues? Avec qui tu joues? Est-ce qu'ils te parlent bien? Est-ce que tu te sens bien? On s'entend que lorsqu'ils ont des interactions, des fois, il y a certains jeux où ils peuvent jouer avec disons, des micros et tout ça, puis on n'a pas nécessairement le contrôle sur ce qui se font dire. Puis des jeux d'équipe où il y en a un qui joue mal, ben des fois, il se le fait dire aussi. Fait que c'est bon aussi d'être attentif à ça, puis d'essayer de voir si votre enfant ressent des émotions positives dans son utilisation des écrans ou pas, là. Fait que d'ouvrir la discussion, puis de poser des questions non menaçantes, mais vraiment de s'intéresser, puis de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, est-ce que tu aimes ça, est-ce que... Donc, oui, ça, intéressant. Puis même de partager nos inquiétudes, si on est inquiet, on peut le nommer comme ça. Hey, je suis inquiète de la façon dont tu l'utilises ce temps-ci. Tu sais, fait qu'on peut comme ça mieux ouvrir justement la discussion puis créer un lien avec notre enfant. Ça commence à être tard, hein, mes idées. Oui, il est presque là. Oui. Bon, c'est pas grave. Dernière diapo. Juste mettre les conditions idéales en place. Fait que de mettre un climat propice, une position d'ouverture, sans jugement, puis même utiliser notre propre utilisation, tu sais, parce que nous aussi, on en vit des difficultés avec notre utilisation, notre surutilisation d'écran, de téléphone, de réception de courriel à toute heure du jour. Fait que de partager ça avec notre enfant, puis de partager nos trucs, puis de voir, toi, t'en as-tu des trucs? De quelle façon, tu sais, qu'on pourrait s'entraider? Penses-tu que si on met cette règle-là, moi, je prends pas mes courriels de travail de telle heure à telle heure, puis toi, fait que c'est ça, là, de mettre les conditions idéales. D'écouter. De vous donner un défi commun ou de vous donner un défi complémentaire ou chacun un défi... Oui, d'écouter, d'être optimiste. Ça, le prochain exemple que je vais vous donner, c'est ce que je n'ai jamais été capable de faire, d'être bref, de pas nécessairement faire un sermon avec de tout dire les statistiques du monde entier dans la petite fenêtre qui s'ouvre de communication, d'essayer d'être bref pour être capable de créer un nouveau moment une autre fois. Être un modèle positif pour notre enfant, puis se rappeler que c'est toujours les parents qui ont le dernier mot. On a le choix. Fait que des fois, c'est pas facile de faire les choix, mais puis quand on a besoin d'aide, je pense qu'il y a des ressources à la fin aussi là, que vous pouvez aller vous chercher si vous voulez vous faire aider dans ces étapes-là, puis de ce processus. Pour conclure, faisons un kit pour le bien-être de nos enfants. Oui, quand on parlait de ressources, là, il y en a plusieurs, le pose ton écran, tout ça, des plans familiaux, le livre Le parent dans un monde d'écran à Bilomédia. On a des lignes d'aide aussi pour les parents, aide-jeux. On a la ligne parent aussi qui est pas Allo Prof, parent, tel jeune parent. Donc, vous avez aussi nos références. Fait que là, il nous reste comme 7 minutes si vous voulez vous adonner à des questions, si vous avez des choses pour nous, des clarifications que vous avez besoin. N'hésitez pas, je vais arrêter l'enregistrement, on n'a plus besoin rendu ici. Puis voilà. Sinon, si vous quittez, là, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, vous avez été